Bonsoir. Ben, merci infiniment d'être ici pour assister à ce panel d'éclairage sur les positions des différents partis sur la question des changements climatiques. Merci à nos candidats des quatre partis qui sont présents ce soir, en l'occurrence du Parti libéral du Canada, M. Stéphane Dion, du Bloc québécois, Vincent François, du Parti vert, J.C. Lauzon, et du NPD, Hans Marotte. Je remercie nos chercheurs aussi, François Reeves, Pierre-Olivier Pinault, Éric Lachapelle et Normand Mousseau. Je vais toutes vous lire leur biographie tout à l'heure. Mais d'abord, je vais vous dire un petit mot sur... me présenter. Je m'appelle Laure Varidel. Je suis tout nouvellement directrice exécutive du CIROD, qui est le Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement durable. On regroupe des chercheurs dans 11 universités, 2 cégeps et 2 centres de transfert technologique. Donc, on met la recherche au service du développement durable. Et on travaille de près avec l'EDEC, qui m'a invité aujourd'hui à animer le panel de ce soir. L'EDEC, qui est l'Institut en environnement, développement durable et économie circulaire. Ils sont basés ici sur le campus de l'Université de Montréal et ils rallient des chercheurs, comme ceux qui sont présents ici ce soir, à la fois du campus de l'Université de Montréal, des HEC et de la Polytechnique. Donc, merci pour l'organisation de cette soirée. Ça s'inscrit dans leur mission qui est à la fois de faire de la recherche, de la formation et du rayonnement. Daniel Normandin ici en est le directeur. Alors, merci Daniel, merci à Mélanie McDonald qui a organisé l'événement de ce soir et à Marie-Ève Charland-Lallier qui va être aussi notre gardienne du temps ce soir parce que l'enjeu du temps va être important. Non seulement il y a le temps pour les changements climatiques, n'est-ce pas? Les chercheurs nous disent qu'on a de moins en moins de temps pour intervenir, mais on va être un petit peu dans cette dynamique-là ce soir à essayer de garder le temps parce qu'on va d'abord fonctionner en proposant à nos différents panélistes, pas panélistes, mais candidats plutôt, de faire une intervention de 3 minutes qui résume un peu la position de leur parti sur la question des changements climatiques. Très succinct, donc. Et donc, s'ils ne respectent pas, on a des petits cartons pour respecter le temps, mais advenant qu'ils ne le respectent pas, on a un outil d'envergure ici, n'est-ce pas? Une cloche à vache. C'est une vraie cloche à vache, hein, directement de la Suisse. En effet, elle a été apportée par mes parents quand ils ont immigré ici. Vous savez qu'on les utilise vraiment encore maintenant, mais maintenant, il y a quand même des clôtures, mais pour prévenir en fait l'égarement des vaches ou des modzons dans les pâturages. Alors aujourd'hui, on va mettre la cloche au temps parce que c'est ça qu'il ne faut pas qu'on perde dans les discussions qui risquent d'être chauds et fort intéressants. Mais avant de commencer, je veux juste vous rappeler, ceux et celles qui ne le savaient peut-être pas, que les discussions de ce soir se poursuivent demain avec un autre événement, en fait, toute une journée qui est organisée comme ce soir en collaboration avec le CERIUM, qui est le Centre d'études et de recherche internationale et qui va proposer des discussions encore avec des chercheurs et des gens sur le terrain sur ce qui touche principalement, d'abord, ça va être un état des lieux en matière de politique et de changement climatique. On va comparer ce qui se passe en Europe avec ce qui se passe ou ne se passe pas au Canada. Et principalement, on va regarder les enjeux de transition énergétique dans un premier temps et dans le deuxième volet, on va regarder un peu les instruments de marché en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça va être très, très riche. Il y a encore quelques places, me disait Mélanie tout à l'heure, pour vous inscrire. Ça a lieu à la Maison du développement durable toute la journée de demain. Et sans plus attendre, en fait, je vais passer à la présentation. En fait, on va donner la parole à nos différents candidats et on voulait être équitable, n'est-ce pas? Hein, parce que des fois, il y a un peu de répétition dans les bonnes intentions. Donc, on a mis des petits papiers avec les différents partis et je demandais à quelqu'un, bénévole, un volontaire, de me dire qui va être la première personne à intervenir.
Alors, JC Lauzon, le premier à intervenir. Ensuite de ça, la deuxième... Oups, excusez. Mauvaise... Qu'est-ce que je fais là? OK, Anne Marotte du NPD, deuxième personne à intervenir. Et troisième, je ne regarde pas. Stéphane Dion du Parti libéral. Est-ce que vous étiez bien placé, vraiment? Bon, ben le dernier, on le devine, on n'a même pas besoin de le piger. Vincent François du Bloc québécois. Bon, ben merci beaucoup pour cette pige. Donc, on va partir le chronomètre, n'est-ce pas? Et vous invitez Jessie, mais avant de partir le chronomètre, il faut quand même que je rappelle qui vous êtes, parce que vous êtes connu pour certaines de vos actions, plus dans le domaine des arts et de la culture, dans le milieu environnemental aussi. Mais je vais résumer votre biographie. Donc, connu du grand public au Québec et dans la francophonie canadienne comme comédien et humoriste, JC Lauzon a tracé en parallèle à sa carrière un parcours original qui lui a permis d'acquérir diverses expertises, expériences et formations. Il s'est illustré comme étant très sensibilisé à diverses problématiques sociales, dont l'environnement et les inégalités sociales. Il a effectué un retour aux études à mi-carrière, menant à l'obtention d'une maîtrise en communication de l'Université du Québec et à une attestation en développement durable à l'Université Laval. Alors, merci, M. Lauzon, d'être là et à vous la parole. C'est mon plaisir. Est-ce qu'il faut que je prenne le micro Oui, ça, le micro, s'il vous plaît. D'ailleurs, l'intervention de ce soir est enregistrée aussi, donc plus de personnes vont pouvoir profiter de vos interventions. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, panélistes, candidats, tout le monde. Je suis honoré d'être avec vous. Je signale que c'est mon premier débat en tant que candidat politique. Merci pour les applaudissements. Alors, je suis très heureux d'être ici. Merci, c'est gentil. Merci. Alors, pour moi, en même temps, c'est excitant. J'ai pris connaissance, évidemment, dernièrement. Le Parti vert a été le premier à dévoiler sa plateforme le 9 septembre dernier. Et je dois dire que ce que j'y ai trouvé me plaît, de la première page à la dernière, avec quelques nuances, bien entendu. Et les changements climatiques, évidemment, représentent un enjeu principal pour le Parti vert qui est né d'une préoccupation environnementale. Elisabeth May, la chef du parti, milité pendant une quarantaine d'années pour l'eau, l'air et les sols cultivables. Et donc, les changements climatiques, on le voit comme le plus gros enjeu planétaire, mais aussi, on le voit aussi comme une belle occasion de faire une transition vers d'autres énergies. Moi, ce qui m'a amené au Parti vert, c'est, évidemment, Laure l'a dit, c'est une implication au niveau des événements artistiques, souvent organisés pour lever des fonds ou pour conscientiser, sensibiliser la population sur des enjeux, des problèmes d'environnement. D'eau potable, je dis que je suis arrivé en politique par la voie maritime, parce que, dans le fond, ma préoccupation à moi, c'est de préserver les fleuves de la navigation intensive des pétroliers, préserver nos rivières, nos parcs, des projets d'oléoducs que nous considérons comme archi-dangereux. Et on voudrait, enfin, que notre économie ne poursuive pas plus de ces projets d'extraction que l'on considère comme des risques élevés. Et je suis spécialement touché par le sort des Autochtones qui vivent en aval de la rivière Athabasca, près de Fort McMurray. Et voilà, c'est ce qui m'amène ici aujourd'hui. Et nous sommes totalement contre la continuation des projets de sable bitumineux, pour les sables bitumineux. Voilà. Merci pour ce respect du temps et pour cette présentation. Alors maintenant, on passerait à notre second candidat, donc Hans Marotte, qui est un ex-champion canadien junior de boxe olympique. Hein? Ça peut être utile en politique, n'est-ce pas? Il est détenteur d'un baccalauréat en droit de l'UQAM et membre du barreau du Québec et du Richelieu. Hans a travaillé à la défense des droits des travailleurs il travaille depuis 20 ans à la défense des droits des travailleurs.
Merci. N'ayez crainte, chers amis panélistes, je suis très doux. Donc, je suis très fier d'être ici. Merci beaucoup. La question des changements climatiques, moi, me touche personnellement. C'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. On va tout de suite régler quelque chose. On aurait beaucoup aimé, effectivement, que le candidat conservateur ou la candidate conservatrice soit ici. Elle n'est pas là. La première chose qu'il faut faire, je pense, parce qu'on parle beaucoup des changements climatiques, on parle beaucoup des enjeux économiques. On parle aussi beaucoup, souvent, de l'impact sur les communautés. Moi, je trouve qu'on ne parle pas encore assez des impacts sur la santé. Il y a de plus en plus de recherches, je pense que c'est reconnu là, de plus en plus. On n'a plus à faire cette preuve-là, malgré que pour notre gouvernement, depuis une dizaine d'années, la science a été reléguée un peu aux oubliettes. Mais on voit de plus en plus l'impact des changements climatiques, du réchauffement de la planète sur la santé. Au niveau, par exemple, des problèmes au niveau des crises cardiaques, on a vu la crise à Paris. Il a été démontré en 2003 que oui, c'est vrai qu'il faisait très chaud à Paris, mais il faisait beaucoup moins chaud qu'à Phoenix. Alors, le problème qu'il y avait, et ça commence à être démontré, c'est que oui, il y avait de la chaleur, mais de la chaleur avec du smog, fait que ça crée l'ozone, et là, il y a un impact négatif au niveau de la santé. Donc, très, très, très important pour nous. Fait que, premièrement, nous, au NPD, ce qu'on veut, tout simplement, je pense qu'on va pouvoir faire un bout de chemin à la résolution de ce problème-là, c'est de redonner ces lettres de noblesse à la science. Donc, nous, au NPD, on croit en la science, on croit que les politiciens, s'ils veulent prendre des bonnes décisions, ils ont besoin des meilleures informations possibles. Je trouve ça drôle d'avoir à dire ça, là, mais malheureusement, avec ce qu'on a vu depuis 10 ans, on n'a pas le choix. Il faut leur dire. Oui, on croit à la science, puis un politicien qui veut faire son travail correctement, il doit s'appuyer sur l'état réel de la situation. On veut aussi, au NPD, déposer une loi cadre sur le développement durable. Parce que présentement, puis c'est un problème, c'est un défi, on est une fédération et présentement, les provinces vont faire un peu de ce qu'ils peuvent faire, mais à un moment donné, ça prend une vision, ça prend un plan. Et je pense qu'au Canada, on n'a plus le choix. La question, c'est pas de savoir est-ce qu'il faut faire quelque chose, c'est qu'il faut le faire et rapidement. Je pense que ça prend du leadership au niveau national pour pouvoir travailler avec les provinces, pour pouvoir travailler avec les communautés autochtones pour faire la job. On a aussi déposé en juin 2014 le projet de loi C-619 qui établit un peu le cadre sur lequel on veut s'appuyer au niveau de la réduction des gaz à effet de serre. Donc, on a des objectifs clairs, chiffrés, articulés. Simplement mentionné, là, pour 2025, on veut baisser les gaz à effet de serre de 34 % par rapport à la norme de 1990 et on veut se rendre à 80 % de baisse pour 2050. Donc, ça, c'est des choses concrètes. Donc, on a un plan, on veut le mettre en vigueur. On n'a pas le choix. Ce n'est pas une question de s'il faut le faire ou pas. Il faut le faire parce que ça a des impacts santé, économie et sur les communautés. Merci beaucoup. Formidable. Encore, on respecte le temps. J'aurais dû le mentionner au départ. Vous l'aurez remarqué finalement qu'il y a un grand absent de cette soirée en termes de candidats. Et c'est le Parti conservateur. Mais vous voyez, on a mis une chaise ici, en fait, tout d'un coup que cette personne-là déciderait de venir se joindre à nous. Mais donc, les sollicitations ont été nombreuses et malheureusement, on n'a pas eu de réponse. Donc, c'est pas leur absence n'est pas volontaire de la part des organisateurs de la soirée de ce soir. Donc, sans plus tarder, notre troisième candidat, qui est Monsieur Stéphane Dion, que je vais présenter, que beaucoup d'entre vous connaissez déjà. Donc, Stéphane Dion, qui se présente pour le Parti libéral du Canada, vous l'aurez deviné. Il a été député de Saint-Laurent, quartier-ville, de 1996 à 2015 et est actuellement candidat libéral pour la circonscription de Saint-Laurent. Il a été ministre des Affaires intergouvernementales de 1996 à 2003 et ministre de l'Environnement de 2004 à 2005. Il a contribué à sauver le protocole de Kyoto lorsqu'il a présidé la conférence de l'ONU sur les changements climatiques qui s'est tenue à Montréal. Vous vous en rappellerez. Alors, merci, M. Dion. Merci beaucoup. Merci à chacune et chacun d'être ici pour cet enjeu extrêmement important. Merci aux organisateurs. Je ne sous-estime pas le travail que ça a représenté pour préparer cette activité. Je remercie M. François du Bloc, M. Marotte du Nouveau Parti démocratique, M. Lauzon du Parti vert, et je dénonce sans m'en étonner l'absence de représentants du Parti conservateur. Ce qui m'amène d'ailleurs, mesdames et messieurs, peut-être à établir un paramètre pour ce débat. Si votre objectif est de savoir lequel des partis, au moins des deux partis ici qui ont des chances d'emporter les élections nationales,
a le programme qui puisse faire en sorte que le Canada va puissamment contribuer à empêcher le réchauffement climatique de dépasser 2 degrés Celsius? Eh bien, non, ni le NPD ni le Parti libéral ne sont à cette hauteur. En fait, aucun pays dans le monde n'est à cette hauteur. On va aller à Paris et on sait déjà quelles sont les cibles des grands émetteurs. Et ça a déjà été calculé qu'on s'en va vers un réchauffement entre 3,5 et 4 degrés Celsius de réchauffement. Donc, je vais être très honnête avec vous. J'ai des idées pour changer ça à l'échelle mondiale, pour en parler, mais ce n'est pas dans le débat de cette campagne électorale. Maintenant, si votre objectif est de savoir qui a le meilleur plan et qui peut faire en sorte que le Canada redevienne un joueur positif, ce qui n'est pas le cas sous le gouvernement conservateur, et je pourrais le démontrer. C'est dommage que vous n'ayez pas un répondant conservateur pour me contredire, mais j'ai tous les arguments pour montrer que ça fait dur ce qu'on fait comme pays en ce moment. Eh bien, je crois que le plan de Justin Trudeau et du Parti libéral est de loin le meilleur. Premièrement, il me reste 1 minute pour vous le présenter, mais vous aurez l'occasion de le développer plus avant dans ce débat. Mais une chose est fondamentale, il faut bien comprendre, quand nous avons eu la mauvaise idée de perdre le pouvoir en 2005, le Canada était à cette époque dans une situation où le gouvernement fédéral avait un rôle de leadership. Il a perdu ce leadership sous les conservateurs, et maintenant les provinces ont pris le leadership, le Québec, mais surtout l'Ontario qui a fermé ses centrales au charbon, la Colombie-Britannique qui a mis un prix sur le carbone, le plus haut prix en Amérique du Nord. Et donc, ignorer cela serait une grave erreur. Donc, toute la stratégie libérale va être d'appuyer les provinces dans leurs cibles. Le gouvernement du Québec vient de faire connaître sa cible pour qu'ils les atteignent et peut-être même les dépassent. Amener les provinces à Paris, à la conférence de Paris, pour faire en sorte que le Canada, là-bas, y aille en force et annonce au monde que nous sommes de retour pour faire notre part et contribuer afin de faire en sorte que le Canada soit un bon citoyen du monde dans cet enjeu fondamental pour l'avenir de la planète. Merci. Merci, M. Dion. Alors, on passerait à notre dernière intervention du Bloc québécois, M. Vincent François, qui a été conseiller du ministre du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs dans le gouvernement du Parti québécois de 2012 à 2014, puis conseiller externe du Conseil exécutif pour l'électrification des transports. Il a aussi été administrateur de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, secrétaire national, cofondateur du Parti vert du Québec et administrateur, cofondateur de la coalition Québec-Kyoto. Vincent François est ingénieur et travaille à rendre le web accessible aux personnes handicapées. Il a été décoré de la médaille de l'Assemblée du Québec. Merci, Monsieur François. Merci. Bonjour. La lutte au changement climatique est un enjeu qui n'est pas vraiment pris au sérieux au Canada, comme on l'a vu ces dernières années, alors que, effectivement, comme disait M. Dion, les provinces prennent le leadership, notamment au Québec. La lutte au changement climatique passe par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et cette émission de gaz à effet de serre passe nécessairement, en grande partie, par la réduction de notre consommation d'hydrocarbures. Et donc c'est dans cette voie-là qu'on pourra, au Québec et au Canada, réduire notre empreinte et le problème des changements climatiques. L'activiste et auteure canadienne Naomi Klein disait, autour de son dernier livre, que si le pipeline d'Énergie Est était construit au Québec, le Québec se rendrait complice d'un des pires crimes contre le climat dans le monde. On en est là et on est à jouer entre nous avec ces questions pétrolières et notamment au Québec qui a choisi d'autres voies. Le Québec et le Canada ont des approches très différentes sur la question des changements climatiques. Nous émettons au Québec 2 fois moins de gaz à effet de serre par habitant que le reste du Canada. Et nous avons réduit cette quantité de 8% depuis 1990, quand le Canada, dans son ensemble, incluant nous, a augmenté de 18%. Nous sommes aussi entrés dans le 21e siècle avec la politique d'électrification des transports de Mme Marois, à laquelle j'ai contribué, et qui commence à être suivie par le gouvernement de M. Couillard, même lui, 18 mois après, qui commence à se mettre à jour là-dessus. Et aujourd'hui, on se trouve, alors qu'au Canada, le Canada est un des rares pays dans le monde qui ne fait pas la promotion des véhicules électriques. On a aussi une situation où le manifeste pour un élan global, que probablement beaucoup d'entre nous dans cette salle a déjà signé, qui a été signé par près de 40 000 personnes au Québec et qui montre une société qui va vers un Québec sans pétrole en 2050. Il y a une volonté québécoise importante là-dessus.
Pendant ce temps-là, au niveau fédéral, et on le voit dans la campagne d'aujourd'hui, les 4 partis fédéralistes, eux, sont encore attachés au pétrole, sont encore à voir comment accommoder l'exploitation, l'export des sables bitumineux, alors qu'au Québec, on n'a plus du tout besoin de ça. Les conservateurs ne sont pas là aujourd'hui, et ça, c'est classique. Mais le Parti libéral, dans son passé, a aussi lutté contre des projets. Par exemple, en 2009, un mois avant le sommet de Copenhague, quand M. Layton avait des propositions sur les réductions absolues de gaz à effet de serre, les conservateurs et le Parti libéral, M. Dion et M. Trudeau, ont voté contre ces projets. Aujourd'hui, le NPD nous explique que le TransCanada est un projet win-win-win pour le Québec, que c'est une option sensée. On est quelques-uns à penser que ça ne l'est pas déjà. Oui, déjà. Bon. Je reviendrai sur les détails. Mais comment on se partage les 3 minutes des conservateurs là? Non, vous êtes rusés. Non, mais on les a en plus, en fait. Hein, ils vont être partagés équitablement dans le reste du temps. Ne vous inquiétez pas, oui. On est pour l'équité, nous. Alors, on va passer donc à la période de questions de nos chercheurs. On va commencer par François Reeves, qui est cardiologue d'intervention au CHUM et à la Cité de la Santé de Laval, professeur agrégé de la Faculté de médecine avec affiliation au département de santé environnementale, chercheur, auteur et membre du comité aviseur du ministère de l'Environnement dans le programme d'action contre les changements climatiques. Sa dernière publication, Planet Earth, How an Unhealthy Environment Leads to Heart Disease. Pardon, j'ai toujours de la misère à le prononcer parce que ça peut vouloir dire autre chose, vient d'être sélectionné comme l'un des 3 finalistes du Lane Anderson Award de 2014, attribué à la meilleure publication scientifique du Canada. Félicitations, M. Reeves, et merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Merci, c'est un honneur et un privilège d'être sur un tel panel. D'ailleurs, honnêtement, quand j'ai reçu l'invitation, j'ai eu l'impression qu'il m'invite à un dîner de cons. Mais néanmoins... Je ne sais pas comment on doit le prendre. Mais le con, ça ne peut être que moi. Bon. Donc, néanmoins, je pense qu'effectivement, comme il a été souligné un peu plus tôt, que la médecine est vraiment au premier plan dans la question des changements climatiques et des causes des changements climatiques. Puis je vais faire un petit préambule avant de poser les 2 questions. Ma première question, c'est sur santé et changement climatique. La deuxième, c'est biodiversité et changement climatique. Donc, le préambule est le suivant. C'est lors du premier colloque santé et changement climatique à Genève en 2014, auquel j'ai eu l'honneur de participer. D'ailleurs, j'étais le seul Canadien à y participer. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a publié que la pollution atmosphérique en 2012 a causé 7 millions de décès, soit 1 décès sur 8 dans tout le monde. La majorité des décès, soit 80 %, sont dus à des événements cardiovasculaires, principalement infarctus et AVC, et voilà pourquoi il y a un cardiologue sur cette table. Les déchets des hydrocarbures ont été clairement identifiés comme des nanoagresseurs vasculaires. Au Canada, publication de 2008, on estime à 20 000 le nombre de décès excédentaires dus à l'environnement et que les frais de santé liés à ces maladies s'élevaient à 9 milliards de dollars. À Toronto, en 2014, on assiste, ça c'est historique, au premier été sans smog, et c'était la même chose pour Montréal, depuis le début des relevés et une baisse significative des mortalités et hospitalisations liées à la pollution. Tout récemment, en août 2015, le Lancet Commission, et c'est une revue que je recommande à tout le monde, médecin ou pas, le Lancet Commission publie une édition spéciale complète dédiée à santé et changement climatique. Les dizaines d'experts de 3 continents considèrent que les changements climatiques sont aujourd'hui une urgence médicale et formulent 10 recommandations en santé environnementale, à défaut de quoi on risque de perdre 50 ans de progrès en termes de santé publique. Au Québec, ici, Ouranos estime que les frais de santé supplémentaires liés au changement climatique seront de 660 millions de dollars par année, soit 30 milliards au cours des 50 prochaines années. Donc, ma question côté santé et changement climatique aux quatre parties, c'est quels sont vos engagements en santé environnementale en termes de 1. Monitoring, c'est-à-dire suivi des événements polluants, des taux de pollution et des mortalités. 2. Recherche. Et enfin, publication. Donc, là, on va vous donner 10 minutes pour répondre. On n'a pas établi de tour de parole. On veut faire ça de manière spontanée entre vous, en sachant que nos candidats vont être très respectueux et très à l'écoute les uns des autres et que ça va très bien se dérouler comme ça. Donc, je ne sais pas qui veut commencer à répondre à cette question-là. Qui veut se lancer? Monsieur Dion? Je peux essayer. Il y a beaucoup de choses qui sont soulevées, qui sont des enjeux très graves.
La première chose qu'il faut dire, c'est qu'il faut en tenir compte. Ça me frappe à quel point les experts de la santé ou de l'économie ne prennent pas en compte ces enjeux-là encore. Vous l'avez fait, mais ça devrait être fait constamment, ça devrait occuper l'attention des gouvernants et des fonctionnaires à Ottawa et tout ailleurs. Alors ça, c'est une des premières choses. Réinvestir dans la science, dans la capacité scientifique du gouvernement du Canada qui a été terriblement affaiblie, notamment la science du climat. Il y a 200 organismes qui ont été fermés sous les conservateurs, qui touchent à cette question directement ou indirectement. En plus, libérer les scientifiques. On ne peut pas avoir une science top niveau quand on demande à nos scientifiques de se comporter dans un ordre hiérarchique où ils n'ont le droit de parler que si le bureau du ministre leur donne le droit de parler. C'est complètement inacceptable. Troisièmement, réinvestir massivement dans les infrastructures. Parce que l'adaptation au changement climatique, ça passe beaucoup par les infrastructures, lesquelles doivent être modernisées, aller vers l'électricité, vers toutes ces nouvelles façons de faire, mais aussi l'adaptation. Par exemple, les feux de forêt qui affectent la santé et l'économie et la sécurité des gens sont beaucoup plus fréquents au Canada qu'avant, du fait de la chaleur qui se prolonge pendant beaucoup plus longtemps que c'était le cas dans les années 70. Alors ça, c'est quelques idées qui me viennent tout de suite à l'esprit. J'en aurai d'autres certainement, mais c'est un enjeu qui doit devenir quelque chose qui habite vos gouvernants, et ça sera le cas sous un gouvernement libéral. Je pense que je viens de le démontrer. Merci, M. Dion. Monsieur François ou M. Marotte? C'est bon, je vais y aller. En fait, je l'ai dit en introduction, mais j'aimerais ça parler d'une petite anecdote. Je suis allé en fin de semaine au Centre de recherche et de développement en horticulture dans Saint-Jean. Il y a un très, très bon centre de recherche qui fait des choses extraordinaires, justement les recherches en agriculture, les impacts sur la santé. Et à un moment donné, il y a des petits kiosques. Puis j'arrive, je pose une question bien banale, puis la madame qui est là est une retraitée très récente de la fonction publique fédérale, puis elle me dit « Ah, je suis contente d'être à la retraite, je vais pouvoir répondre à ta question. » Je pars à rire. Elle dit « Écoute, si j'avais été employé du centre, il aurait fallu que je passe par le bureau du premier ministre. » C'était une question quand même assez banale, là. C'était du basic. Là. Moi, je faisais mon intéressant, me montrer que je connaissais ça. Là. Elle n'aurait pas pu me répondre. Dans ce centre-là, il y avait 18 scientifiques, il en reste 10. Fait que c'est clair et net, comme je l'ai dit, puis je vais peut-être me répéter, mais c'est fondamental. On veut prendre les meilleures décisions possibles. Je pense, en tout cas, pour ce que je connais des gens qui sont ici, là, on est tous munis et nourris d'une grande volonté de faire quelque chose. Mais moi, je ne suis pas un spécialiste, on n'est pas des spécialistes, ça nous prend les meilleures données possibles. Fait qu'il faut ouvrir les fenêtres, il faut laisser rentrer l'air, il faut que les scientifiques puissent faire correctement leur travail. Dans notre programme, il y a ça. On va, d'une part, soutenir financièrement, mais je dirais soutenir philosophiquement. Moi, ça ne me fait rien qu'un scientifique vienne me dire « tu es dans le champ, tu dis n'importe quoi ». Nous, au NPD, on n'a pas de problème, on va pouvoir très, très bien vivre avec ça. Merci, M. Marotte. Moi, je peux parler aussi? Oui, avec plaisir. Mais moi, ce qui me choque de voir tout ce monde mourir, là, d'entendre ces statistiques-là, et je reviens sur les Autochtones près de la rivière Athabasca, c'est le silence des médias autour de ça. Et peut-être que ça va vous sembler un petit peu en pourtour de la question, mais je trouve que les médias ne font pas leur travail pour informer les gens des problèmes que les populations vivent quand ils sont directement affectés par les changements climatiques dans l'eau et dans l'air. Alors, la promesse du Parti vert, c'est vraiment de mettre fin à l'exploitation des hydrocarbures et à décarboniser l'économie. Je sais que c'est très ambitieux et je ne suis pas de ce parti qui va prendre le pouvoir, je sais, le 19 octobre prochain, mais je suis là pour faire la promotion de cette idée-là qui est un peu plus radicale et un peu plus ambitieuse peut-être que les autres partis, mais je trouve qu'on doit d'abord rétablir une conversation entre les différents paliers de gouvernement. Moi, ça m'étonne toujours de penser que, qu'on me rappelle qu'un poisson, quand il est dans le fleuve Saint-Laurent, il appartient au fédéral, puis quand il est sorti de l'eau, il appartient au provincial. Je trouve qu'on aurait avantage à
parler plus et à rétablir, à réengager la conversation entre toutes les populations. Alors, l'engagement du Parti vert, c'est vraiment de réinjecter, oui, de l'argent dans les organismes, pour les scientifiques, pour redonner la parole aux scientifiques, mais il faut, ça nous prend un service de presse et des médias qui sont libres et qui sont financés par un gouvernement attentif à cette question. Merci, M. Lauzon. En accord avec tout ce qu'on vient de dire, je voudrais ajouter que ça nous prend une réelle garantie pour que les chercheurs soient capables d'affirmer ce qu'ils ont à dire. Parce que ce qu'a fait le gouvernement conservateur en les muselant, c'est pas simplement nos propres décisions en revenant au pouvoir, quelle que soit l'équipe qui reviendra au pouvoir. On a besoin d'une garantie par la loi que ces gens-là puissent exprimer, avec certaines réserves bien sûr, mais puissent exprimer ce qu'ils ont à dire pour le bien de la société. Et aujourd'hui, il nous faut une loi qui protège, qui donne une garantie d'expression des scientifiques au Canada. C'est pas ce que proposent les autres partis. On propose simplement de revenir en arrière sur ce qui s'est fait, mais ce que le conservateur a fait, l'enlever ne suffit pas. Il faut garantir qu'ils ne reviennent pas à la charge. Autre chose pour ce qui est de la conversation entre les différents niveaux et le poisson qui sort de l'eau. Nous, on a une solution, hein, c'est de parler d'égal à égal entre le Canada et le Québec, entre deux pays voisins qui s'apprécient et qui se respectent. Et c'est plus simple. Merci. Monsieur François, Monsieur Dion, vous voulez Oui, réagir? j'entends des belles paroles, mais comment on est dans un débat, je pourrais dire que les belles paroles ne peuvent pas suffire. Il faut un plan. Et je peux vous présenter un plan. Essentiellement, il faut réinvestir dans les infrastructures. Et c'est le Parti libéral qui s'est engagé à le faire le plus. 20 milliards de dollars d'ici les 10 prochaines années dans les transports en commun. Monsieur Reeves, c'est essentiel, les transports en commun, si on veut régler le problème que vous avez mentionné. 20 milliards de plus dans les infrastructures vertes. Et je vais dire ce qu'il y a derrière ça, infrastructures vertes. Les énergies vertes, les sites d'enfouissement et les sites contaminés. L'adaptation au changement climatique, j'ai mentionné les feux de forêt. L'électrification des transports, les technologies des réseaux électriques intelligents et des lignes de distribution pour l'énergie renouvelable, les stations et réseaux de bornes de rechange de véhicules électroniques, les modernisations des bâtiments et le stockage de l'énergie propre. Tout ça, ça va demander des sous, des investissements, du leadership, et un gouvernement libéral vous le procurera. Merci, M. Dion. On a encore un petit peu de temps de réaction. Bien, très rapidement, puis on est tous des politiciens, alors il ne faudrait pas nous croire sur parole. Pas monsieur. Je dis tous. Là, je ne parle même pas de ce qu'il a dit, je parle de ce que moi, je vais dire. Ça s'appelle la transparence, peut-être? Voilà. En fait, ça prend un plan, ça prend des objectifs. Parce que si tu as un plan, si tu dis « je vais faire quelque chose », mais que tu n'es pas capable d'avoir des objectifs pour dire « voici, je suis rendu là, je suis rendu là ». Alors, je vous dis, allez voir Environmental Defense. C'est une organisation qui existe depuis longtemps, qui se préoccupe de ces enjeux-là et qui a fait l'analyse de tous les programmes, de dire, bien, les plans, les objectifs, voici qu'est-ce qu'ils nous demandent, qu'est-ce qu'ils nous proposent. Puis là, je vous dis d'aller le voir, mais présentement, le Parti libéral, sauf votre respect, M. Dion, n'a pas de cible de réduction. Vous l'avez dit au début, vous avez raison, on ne va probablement pas atteindre le 2 degrés, mais il n'y a pas de cible de prévu. Dans ce plan-là, puis je ne vous dis même pas les réponses, vous irez le voir, le NPD est en très, très bonne position. Fait que si on veut faire la job, il faut qu'on dise qu'est-ce qu'on va faire et il faut qu'on se fixe des objectifs. Si je peux juste rajouter qu'un plan concret, nous, on en a un au Parti vert aussi, c'est 80% de réduction sous les niveaux de 90 d'ici 2050. Mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 1 milliard d'argent qui est donné en crédit d'impôt aux pétrolières pour développer le pétrole des sables bitumineux. Et le Parti vert propose tout simplement de prendre ce milliard-là et de le redonner, de le réinvestir dans la production et dans l'innovation pour les énergies renouvelables. Merci. Monsieur Dion, très rapidement, puis après, on va passer à la deuxième question. Deux choses. Des cibles sans plan, en effet, il ne faut pas croire. Surtout quand un politicien vous dit d'ici quelques années, ça sera ça. Il ne sera pas là à ce moment-là pour savoir s'il a atteint sa cible. Il faut regarder les plans, mesdames et messieurs. Il faut regarder les plans. Et nous, quand on dit qu'on n'a pas de cible, on a les cibles des provinces qu'on veut s'assurer que chaque province va atteindre et même améliorer. Ça ne sera pas possible sans des investissements très sentis du gouvernement fédéral. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, quand on dit 1 milliard qu'on va aller chercher dans les poches des subventions fédérales
aux pétrolières. Oui, bien alors vous me montrerez le 1 milliard parce que je le prends tout de suite, mais faites très attention à ça. Beaucoup de ces... D'abord, ce n'est pas 1 milliard, c'est beaucoup moins, mais beaucoup de ces subventions sont des subventions pour promouvoir les technologies propres, pour promouvoir les énergies vertes, etc. Donc, pour obliger les pétrolières à faire des éoliennes, etc. C'est de là que viennent beaucoup ces subsides. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas de l'argent à aller chercher. Dans notre programme, on va aller en chercher. Mais il ne faut pas non plus s'inventer des chiffres qui n'existent pas. Merci beaucoup à nos 4 candidats. Monsieur Reeves, est-ce que vous êtes satisfait de ce premier élan de réponse avant de poser votre deuxième question? Non, ça met bien la table. On peut continuer à avancer. OK, d'accord. Alors, Monsieur Reeves a une deuxième question. À celle-là, on attribue 5 minutes de temps de réponse pour ensuite passer la parole aux questions de Pierre-Olivier Pinault, qui a aussi préparé 2 questions. Donc, Alors, la deuxième, ça concerne l'enjeu biodiversité et changement climatique. En résumé, donc, la forêt planétaire a disparu de moitié depuis l'avènement de l'homme et la déforestation s'accroît, malheureusement. Par contre, les milieux verts sont maintenant universellement reconnus comme facteurs positifs de santé et de maintien de biodiversité. Je reviens au Lancet Commission sur la lutte au changement climatique qui prescrit littéralement la protection des écosystèmes pour en tirer les bénéfices de bien-être que nous obtenons de la nature et de sa biodiversité. À l'ONU, en septembre 2014, plus de 100 pays et organismes se sont engagés à réduire la déforestation de moitié d'ici 2020 et à la cesser d'ici 2030, tout en restaurant 350 millions d'hectares de forêt. Et on sait que plusieurs métropoles, New York, Paris, Beijing, sont à planter des millions d'arbres comme élément de mitigation et lutte au changement climatique, tant comme capteurs de carbone que comme assainisseurs et purificateurs de milieux, air, eau et terre. Donc, la question, c'est quels sont vos engagements en préservation de la biodiversité en termes de verdissement global, protection des espaces naturels et biodiversité urbaine? Qui veut commencer? Monsieur Dion. Nous, on a un plan, alors c'est pas trop difficile. D'abord, j'en profite. D'abord, mesdames et messieurs, non, parce qu'on a tous des bonnes intentions, je ne doute pas. Mais maintenant, là, vous voulez savoir qui a le meilleur plan. C'est ça que vous voulez savoir. Alors, il faut se rendre compte quel genre de gouvernement on a. Les scientifiques ont demandé au gouvernement conservateur de placer sur la liste des espèces menacées, puisqu'on parle de biodiversité, 67 espèces depuis que le gouvernement conservateur est majoritaire en 2011. Combien de ces 67 espèces ont été placées sur la liste de protection, à votre avis? 0. 0. Nous, on en avait mis 501. C'est vrai que des fois, on ne suivait pas l'avis des scientifiques, ça a obligé de fermer des villages ou des problèmes énormes, mais généralement, on suivait l'avis des scientifiques. Les conservateurs, jamais. Ça comprend le beluga, ça comprend les chauves-souris, qui, comme vous le savez, ont la maladie du museau blanc, etc. Alors, ça, c'est un exemple, j'en ai d'autres, qui montrent qu'on doit changer de gouvernement pour répondre aux préoccupations de M. Reeves. Un gouvernement qui aurait de véritables objectifs sur ce plan-là. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit sur les investissements qu'il faudra faire si on veut décontaminer nos sites d'enfouissement et nos transports en commun, etc. Mais je vais dire aussi qu'on va vous aider à le faire. On va créer une obligation verte qui va faire en sorte que lorsque vous aurez des garanties de crédit lorsque vous investissez pour résoudre ces problèmes. Ce ne sera pas rien que de l'argent fédéral, ce sera de l'argent de tout le monde appuyé par le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral est un acheteur, c'est le plus gros acheteur au Canada. Donc, une stratégie d'achat vert va être mise en place si nous sommes le gouvernement. Je voudrais dire aussi qu'on va réinvestir dans les parcs nationaux. Les parcs nationaux ont été laissés en plan par les conservateurs. L'Association canadienne des parcs nationaux l'a dénoncé. Les parcs nationaux, c'était un joyau. Nous avons la responsabilité comme pays de s'assurer que notre littoral, qui est le plus grand littoral du monde, 10 % de notre littoral sera protégé, des aires de protection marine. Actuellement, c'est 1,3 et à la vitesse où on avance, eh bien, ça va prendre des décennies avant d'y arriver. On s'engage, je termine, on s'engage à y arriver 5 % en 2017, 10 % en 2020, sous un gouvernement libéral. Merci. Merci, M. Dion. Il reste 2 minutes et demie pour les autres interventions, les 3 autres interventions, fait que je vous demanderai d'être bref. Merci. Bien, moi, le projet que j'ai pour le comté où j'habite, on a 80 km de berges sur le Saint-Laurent. Et ce que je vois surtout, c'est des grosses installations privées et des grosses industries. Malheureusement, il y a
il y a des lieux qui seraient vraiment à développer en écotourisme. Et vous parlez de santé, M. Rive, moi j'ai l'impression qu'on devrait enligner les gens un petit peu plus vers les rives, vers le littoral, vers les plages. Et ça, au début, je pensais que c'était un peu rigolo puis un peu trop léger, mais finalement, l'écotourisme, ce serait beaucoup plus avantageux pour la santé de toute la population si on s'investit, le fédéral investissait un peu plus dans des plages comme la Colonie des Grèves qui a célébré son centenaire en 2012, un lieu où tous les Montréalais allaient se baigner, allaient admirer le fleuve, allaient toucher à l'eau et qui n'avaient pas peur d'en boire jusque dans les années 50. Alors ça, c'est un projet que j'ai qui va avec mon comté, mais qui, je crois, pourrait être adapté partout dans la province, mais partout au Canada, pour défendre le littoral, tout simplement l'occuper de façon écotouristique. Merci, M. Lauzon. M. Marotte? Très rapidement, parce que moi aussi, j'ai un plan, mais il comporte 12 points, fait que je ferai pas... Je Vous allez avoir du pas. temps plus tard. Donc, premièrement, veiller à ce que les agriculteurs qui se conforment à la loi sur les espèces en péril soient indemnisés rapidement. Parce que c'est le fun de dire qu'il faut les protéger, là, mais il y a des fois des gens qui doivent compromettre leur équilibre financier. On les appuierait. S'assurer que les variétés de plantes demeurent dans le domaine public après l'expiration des droits. Et au niveau des bassins versants, pour protéger les milieux humides. On sait que c'est des milieux très importants pour plusieurs espèces. Et on a des gros problèmes au niveau de la biodiversité parce que, justement, dans les périphéries urbaines, de plus en plus, au niveau des banlieues, on est en train de tout assécher ça. Donc, le NPD a un plan sur cette question-là aussi. Merci, M. Marotte. Rapidement? Rapidement, le beluga. C'est le beluga et le Centre québécois de défense de l'environnement derrière lui qui nous a évité l'installation d'un port pétrolier au bout du pipeline TransÉnergie au Québec. Je suis content de savoir qu'au Canada, on a tout un tas de plans, mais ces plans-là, je vois pas comment vous les ferez survivre en continuant à exporter du pétrole albertain et en essayant de trouver des voies, des débouchés, notamment chez nous, parce que on voit bien que ça se fait au mépris de ces espèces-là. Merci, M. François. Et là, on m'a informé qu'il fallait que le 15 minutes inclue aussi l'introduction et la période en fait, les questions de nos chercheurs. Fait qu'on va avoir quelques minutes de moins pour chacune des questions. Je m'en excuse et je passe tout de suite la parole à notre deuxième chercheur, Pierre-Olivier Pinault, qui est professeur au HEC Montréal, titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie. Il siège sur le comité de gestion de l'Institut EDEC, donc l'autre de ce soir. Ses publications se trouvent dans les revues scientifiques portant sur la gestion et les aspects économiques du secteur de l'énergie, mais aussi dans différents médias à large diffusion, comme la presse, Nouveaux projets et autres. Merci, M. Pinault. Merci. Je vais avoir deux questions. Une question sur l'économie et le secteur des transports et sur le secteur de l'électricité, qui est un secteur auquel on a déjà fait allusion, mais qui est aussi un secteur de recherche important pour moi. Je vais commencer par le secteur du transport, qui est vital pour l'économie canadienne et extrêmement important en termes d'émissions de gaz à effet de serre au Canada. Pourtant, ce secteur du transport est hautement inefficace. La congestion plombe la productivité de toutes nos villes. Les infrastructures coûtent des milliards à construire, à entretenir et sont pourtant toujours en mauvais état. Les ménages dépensent autant en transport que les budgets des gouvernements en santé. Alors qu'on se plaint des hauts budgets en santé, les ménages dépensent autant en transport privé. Évidemment, ça, c'est sans encore à compter les coûts sur la santé des Canadiens, les accidents, pollution de l'air, manque d'activité physique. Cela draine les finances publiques. Et les liens avec notre approche en transport et tous les problèmes que j'ai mentionnés sont directs. Réduire le parc automobile pour favoriser le transport en commun et le covoiturage sont des solutions qui diminueraient les émissions de gaz à effet de serre et feraient économiser des milliards de dollars au gouvernement et aux Canadiens. Donc ma question est un peu double. Partagez-vous ce constat d'inefficacité dans nos systèmes de transport? Comment proposez-vous les améliorer? Et au-delà des investissements en transport en commun qui sont nécessaires, comment comptez-vous diminuer l'importance du parc automobile au Canada? Alors, qui veut se lancer à répondre en premier à cette question? Monsieur?
Oui, c'est ça. OK. Peut-être un autre. C'est bien alterné, en effet. Monsieur François, puisque j'ai dû vous couper tout à l'heure. Merci. Les changements climatiques, on connaît tous le côté dramatique de tout ça. Simplement, on va vivre avec, on va avoir à s'adapter et on va vivre avec la lutte à ce changement climatique. C'est aussi des opportunités en économie. C'est pas simplement des freins. Et notamment au Québec, la lutte au changement climatique passe par des opportunités très importantes pour notre économie. Notamment, alors on parle de transport, on parle d'électricité dans la question d'après, on peut parler même tout de suite d'électrification des transports. Nous faisons la preuve au Québec que par l'électrification des transports, on peut énormément faire des pas contre le réchauffement climatique, mais aussi pour notre économie et pour le bien-être et pour la santé des populations. Ça ne résout pas tout, car il y a effectivement aussi un problème quantitatif de véhicules, mais l'électrification des transports, c'est pas simplement changer un moteur par un autre, c'est aussi de doter d'une économie. Au Québec, on a de l'électricité, puis on a de l'aluminium, puis on a des patenteux, puis on a l'IREC, et on a des chercheurs, et on a des brevets, on a des universités, on a des gens pour les tester, on a l'hiver aussi pour tester des batteries et des situations très difficiles. Un autobus qui est testé à Montréal peut fonctionner partout dans le monde. Donc on a tout ce qu'il faut pour être les leaders mondiaux en électrification des transports. C'est une opportunité pour le Québec et le Bloc québécois a des projets ambitieux qui sont tirés de la politique du Parti québécois telle qu'elle avait été installée il y a un an. Et j'espère que le reste du Canada saura d'abord ne pas nuire au Québec dans son développement là-dessus et copier les idées, copier et étaler en grand les choses qu'on est capable de faire au Québec là-dessus. Merci. Mais moi, je suis d'accord avec, évidemment, l'électrification des transports. Je pense le Québec est le mieux placé et effectivement, on souhaiterait que le Canada jette un œil plus attentif et encourage plus le projet. Le plan du Parti vert, c'est évidemment de prendre tous ces argents qui sont investis dans l'extraction puis le fonctionnement, l'exploitation des hydrocarbures pour le réinvestir dans le transport en commun d'abord, et on souhaiterait que toutes les villes, toutes les municipalités se dotent d'une flotte électrique. Et ensuite, le transport en commun. À Boucherville se fabrique la batterie rechargeable la plus performante de l'industrie automobile au pays. Et ce sont ce genre de compagnie-là, ce genre de développement-là que le Parti vert voudrait encourager et va travailler à encourager. Merci. Nous, en fait, premièrement, investissement massif dans le transport en commun. Donc, on a un plan qui fait en sorte que pendant les 20 prochaines années, il y aurait 1,3 milliard de dollars par année qui serait investi dans le transport en commun. Mais il y a la façon. Et le fédéral, historiquement, arrive toujours avec ses gros sabots et dit vous allez faire ci, vous allez faire ça. Ceux qui savent comment ça marche, le transport en commun, ceux qui savent les besoins des communautés, c'est les communautés elles-mêmes. Moi, j'ai rencontré beaucoup de petites municipalités qui me disent écoute, c'est bien le fun quand tu arrives avec ta pièce ou ton 100 pièces ou ton 10 000 pièces. Mais des fois, j'aime mieux pas prendre ton argent parce que c'est tellement long, tellement complexe. Ça me prend un avocat, un ingénieur, un consultant. Puis ton beau 100 000 $, en bout de ligne, arrive dans mon projet à 20-30 000. Fait que nous, ce qu'on a voulu faire avec notre idée de ministère sur les municipalités, c'est pas d'arriver avec nos gros sabots et dire aux municipalités, voici ce que vous devez faire. Le ministre des municipalités va aller voir les municipalités, va dire, c'est quoi vous avez besoin. Puis il va ramener ça au cabinet, puis le cabinet va dire, OK, c'est beau, on débloque. Parce que le problème qu'on a, c'est un problème, souvent, on n'est pas conscient. Le fédéral, c'est un petit peu loin, là. On n'est pas conscient, on n'a pas l'expertise pour savoir exactement où est-ce qu'on met cet argent-là. Donc, nous, la particularité, c'est non seulement on investit d'une façon intelligente pour que, d'une part, l'argent aille à bonne place, puis que ce soit les gens des communautés qui puissent savoir exactement ce dont ils ont besoin. Oui, mais M. Marotte connaît mal son plan, en fait. Ce n'est pas 1,3 milliard par année. C'est 1,3 milliard à la fin du mandat. Il commence avec 460 millions. Il ne reste pas grand-chose pour Montréal dans ça. Nous, on investit vraiment massivement dès le premier budget. Parce que pour répondre à votre question, le principal rôle du gouvernement fédéral, c'est d'offrir un leadership avec du financement. Les expertises, en effet, on a raison de le dire, elles existent au niveau municipal. Je suis député de Saint-Laurent avec Alain de Souza, je sais très bien ce qu'il faut faire. On l'a sur le terrain, on a les experts, on a la bonne volonté. Ce qui manque de ce pays, désespérément, c'est le leadership fédéral. Puis un leadership fédéral qui n'est pas rien qu'en parole, puis qui n'est pas rien dans les prochaines années, mais qui va commencer dès le premier budget, un budget libéral.
Merci. Monsieur Pinault, je sais que c'était une question qui vous tenait vraiment à cœur. Celle-là, est-ce que vous trouvez qu'ils ont suffisamment répondu? Est-ce que vous voudriez même les piquer dans certains sols? Oui, en fait, ce que j'entends, c'est que le parc automobile risque de continuer de croître parce que c'est bien beau d'avoir des voitures électriques, c'est bien beau d'avoir beaucoup de transports en commun, mais il y a encore trop de la population qui est très attachée à sa voiture. Dans aucun des plans de ce qu'on entend, on entend qu'il faut sortir des voitures de la route et que à court terme, pour les 5 prochaines années, et on a des engagements climatiques, particulièrement au Québec, pour les 5 prochaines années, les véhicules électriques ne peuvent pas, même dans les meilleurs des scénarios, contribuer de manière importante. Alors c'est un petit peu délicat d'entendre l'insistance sur les véhicules électriques et même sur le transport en commun, alors qu'il faut décourager que les gens prennent leur voiture. Allez faire votre porte-à-porte et expliquer ça aux gens. Oui. Puis un autre élément à considérer aussi, si je peux me permettre, sur la question de l'électrification des transports, surtout du transport solo, c'est qu'au Québec, ça va, on a de l'hydroélectricité, mais si l'énergie produite en Ontario ou ailleurs provient de centrales thermiques ou d'autres types d'énergie, mais là, on n'a pas de gain environnemental, au contraire. Donc, voilà, si vous voulez rajouter quelque chose. Bien entendu, mais... Excusez-moi, je ne veux pas vous enlever le micro. Bien entendu, mais... Écoutez, dans ce pays, le politicien le plus courageux pour c'était le premier ministre de l'Ontario, qui a fermé une demi-douzaine de centrales au charbon. Absolument. Et qui a permis au Canada de réduire de 30 mégatonnes par année ses émissions de gaz à effet de serre. Et ça lui a coûté sa carrière politique. Des fois, on dit que les politiciens ne suivent pas la population, mais des fois, parfois, c'est la population qui devrait comprendre que cet homme-là, M. McGuinty, a eu un immense courage politique. C'est de loin celui qui en a fait le plus, au moment où le gouvernement fédéral lui tirait dans le dos pour l'empêcher de faire ce qu'il faisait. Au lieu d'avoir l'appui du fédéral, il a dû le faire contre le fédéral. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut changer si on veut avoir ce genre de progrès partout au Canada. Merci. D'ailleurs, c'est courageux de se lancer en politique, je pense, quel que soit le parti pour lequel on le fait. Puis je tiens à le souligner, j'aurais dû le mentionner quand je vous ai remercié pour votre présence, parce que je pense que faire de la politique, quel que soit ce qu'on propose, c'est être prêt à recevoir des tomates à l'occasion par la figure. Alors, je vous remercie d'autant plus. Je voudrais rajouter un tout petit détail. Effectivement, on parle de véhicules électriques et de voitures solo, mais le transport, c'est malheureusement pas seulement les individus, c'est aussi les marchandises. Et dans cette volonté de développer nos sables bitumineux, j'aimerais bien savoir quels sont les plans des autres candidats sur le transport du pétrole. Nous, on veut pas qu'il sorte ce pétrole. Les scientifiques nous disent laissez-le sous terre. Le pape nous dit laissez-le sous terre. Quand la curie romaine est d'accord avec les écolos, on peut commencer à se réveiller. Nous, au Québec, on n'en veut pas. Il se trouve qu'en Colombie-Britannique, ils ont l'air d'y échapper en partie. Même les États-Unis, on ne veut pas leur donner. Et j'aimerais savoir pourquoi on essaie de nous le faire passer chez nous au Québec. Monsieur Pinault, est-ce que vous êtes d'accord? On y va avec cette question-là? Qui est soulevée, qui semble être une bonne question. Je veux juste être sûre que... En fait, non, mais combien il reste de temps? Il reste dans ce... Là, il reste un petit peu plus que 5 minutes. En fait, je pense que le secteur... C'est une question importante. C'est une question importante, mais il y a la question de l'électricité aussi très importante. Monsieur Dion l'a déjà évoqué, mais j'aimerais malgré tout y revenir. Parce qu'on a au Canada des systèmes électriques qui sont extrêmement provinciaux, qui sont conçus pour les provinces, et on aurait énormément à gagner en harmonisant nos différents secteurs électriques, un petit peu comme l'Ontario et le Québec l'entament avec des négociations et des échanges électriques. On a vu une implication du gouvernement fédéral ces dernières années pour aider la construction d'un câble maritime sous-marin entre des provinces maritimes, qui est hautement critiquable en soi, mais qui était malgré tout, qui avait un certain sens dans l'idée d'interconnecter les provinces davantage pour que l'hydroélectricité puisse aller se substituer, comme vous l'avez mentionné, Mme Varidel, à de la production thermique au gaz naturel qui se fait dans d'autres provinces. Donc ma question, c'est quel est le plan fédéral des candidats, des partis, pour justement permettre une plus grande intégration des réseaux électriques provinciaux? Moi, je trouve que c'est une très bonne question. On a parlé qu'effectivement, les provinces ont des plans, chacun fait un peu à sa tête. L'exemple de Bas-Churchill est un très, très bel exemple. Bas-Churchill, ce qui s'est passé, c'est qu'on a une quantité appréciable d'énergie qui pourrait
nettoyer l'énergie qui est faite, qui est consommée en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Ontario. Moi, j'ai été renversé quand j'ai commencé à être briefé là-dessus. Comment il y a si peu d'échanges d'électricité entre particulièrement le Québec et les autres provinces. Ça, c'est quelque chose d'important. Le Bloc québécois nous dit toujours, nous autres, on ne veut pas de pétrole, on est les champions en matière d'environnement et tout ça. En 2011, quand il y a eu des négociations là-dessus, le Bloc québécois était contre. Le Bloc québécois disait, il n'y a pas question d'appuyer le bas Churchill parce que ce serait une concurrence déloyale à Hydro-Québec. Voilà. Il y a une question environnementale fondamentale. À un moment donné, il faut, M. Dion l'a dit, il faut qu'on mette ses culottes. Le bas Churchill, sur le plan environnemental, c'est une bonne idée. Ça va faire de l'hydroélectricité qui va remplacer du pétrole, du charbon, qui va remplacer des énergies qui sont sales. Et un gouvernement néo-démocrate va appuyer ça, va évidemment appuyer des initiatives au niveau du Québec, au niveau de l'Ontario. Mais ça, c'est un bel exemple de dire, bien, il faut travailler ensemble. Il faut qu'on ait véritablement un plan. Puis il faut qu'on arrête de tirer la couverture chacun de notre côté. Merci. Est-ce que je peux répondre à ça? Je pense que développer le joyau qui est devenu Hydro-Québec ces dernières décennies n'est pas en faire à sa tête. Le Québec peut être fier de s'être pris les moyens, contre l'avis du fédéral, de son propre développement énergétique. Et c'est une manière de devenir maître chez nous, c'est d'être capable de mettre la main sur des ressources, de les exploiter à notre manière et d'en faire quelque chose qui nous rend fiers. Aujourd'hui, effectivement, l'idée d'utiliser... C'est-à-dire que ce développement Hydro-Québec a été fait par les Québécois, par l'argent des Québécois, et n'a pas été fait avec l'aide du fédéral. Aujourd'hui, les moyens qui viendraient avec nos propres impôts payés au Québec à hauteur de 25% pour venir concurrencer le travail qui a été fait Hydro-Québec peuvent être très mal perçus au Québec, et c'est assez logique. Travailler ensemble, c'est aussi respecter les uns et les autres dans ce qu'ils ont apporté et dans les efforts qu'ils ont faits. Merci. Je voudrais juste rappeler pour l'histoire que si nous avons l'hydroélectricité et non le nucléaire, c'est malgré le Parti québécois et grâce à Robert Bourassa. Deuxièmement, je ne vois pas ce que le fédéral a fait pour empêcher le Québec d'avoir l'hydroélectricité. La compétence au Canada pour l'énergie et l'électricité et les ressources naturelles est provinciale. Comme vous le savez, M. Pinault, c'est un marché. Les États-Unis sont très attirants. Nous avons besoin d'un leadership fédéral pour encourager les provinces à travailler ensemble, mais on ne peut pas les en obliger. J'ai beaucoup de choses à dire sur la relation entre Terre-Neuve et le Québec. Si je faisais de la politique provinciale, j'en parlerais. Je me contenterai de dire que ce contrat n'est pas éternel, et si on continue à antagoniser la province de Terre-Neuve, quand le contrat de Churchill sera terminé, ils vont nous faire payer salé. Alors ça sera peut-être le temps de se comporter un peu plus normalement avec la province de Terre-Neuve. Mais ça, c'est pour le gouvernement du Québec d'y voir. Merci. Donc, puisqu'il reste que 15 secondes, ça ne laisse pas le temps de dire grand-chose. On va tout de suite passer à notre prochaine question, mais j'aimerais quand même bien éventuellement que vous réfléchissiez à la question assez directe qui a été posée éventuellement sur... parce que c'est une question que je pense beaucoup de gens... Bien, ça reviendra peut-être dans la salle. Donc, gardez vos questions. Et si vous trouvez qu'il y a des possibilités de questions, c'est pas moi qui vais les poser, mais gênez-vous pas pour tout à l'heure. Toutes les questions vont être bonnes. Vous aurez la parole. Donc, d'accord. On va passer tout de suite aux questions d'Éric Lachapelle, qui est professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal, où il enseigne des cours sur la politique environnementale. Ses recherches portent sur l'opinion publique, l'expertise et la politique environnementale comparée. Ses publications se trouvent entre autres dans la revue Energy Policy, Environmental Politics et Global Environmental Politics. Alors, merci, Monsieur Lachapelle. Merci. J'ai deux questions. La première est assez simple. Ça fonctionne? Non. Ma voix est assez forte, je crois. Dans la campagne électorale actuelle, plusieurs enjeux rivalisent pour capter l'attention des partis politiques, des médias et des électeurs. Notamment, on parle d'économie, de sécurité internationale, de l'intégrité et des réfugiés. Par rapport à ces enjeux, dans vos plans, quelle est l'importance de l'enjeu des changements climatiques? Alors, qui se lance en premier? Évidemment, c'est dans les 4 enjeux principaux du Parti vert.
Et les enjeux climatiques, c'est la base. J'aimerais dire que ce qui distingue le Parti vert de tous les autres partis au fédéral, et c'est ce qui, moi, m'a séduit, c'est que tous les autres partis ont un chapitre sur l'environnement, mais le Parti vert a, lui, sa source, sa base, est né de cette préoccupation environnementale. Alors, c'est sûr que les changements climatiques, au fait, même, on l'a mis en 4e, puis ça m'a surpris quand j'ai vu la plateforme, parce que je me disais, mon Dieu, c'est parce que tout le monde a tellement récupéré tous les problèmes, tous les enjeux environnementaux ces derniers temps qu'on ne sait plus qui exactement, a cette préoccupation-là au plus fort en lui-même. Mais le Parti vert et ce parti-là, Elisabeth May est une militante qui, depuis 40 ans, travaille pour la protection de l'eau, de l'air, des sols, et les changements climatiques sans empêcher que la température s'élève de plus que 2 degrés, c'est vraiment la préoccupation du Parti vert, et tout va être mis à contribution pour ne pas se rendre là. Merci. En fait, brièvement, c'est une question probablement de survie de l'humanité, là. On peut pas mettre ça dans le bas de la page, là. Fait que c'est sûr que nous, c'est quelque chose de très important. M. Molker, de par ses fonctions alors qu'il était ministre au Québec, il était ministre de l'Environnement, il a fait en sorte qu'il y ait une loi qui a été, semble-t-il, prise en exemple à travers le monde sur ces enjeux-là. Pendant qu'il a été ministre de l'Environnement, il a fait baisser les gaz à effet de serre à chaque année. Fait que pour nous, c'est très, très important. La question, c'est pas est-ce que c'est important ou pas. La question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment pousser le plus loin possible. Puis là, le challenge, puis on va en reparler tantôt parce que je suis sûr que la question va être posée sur l'oléoduc. Nous, on prend beaucoup en exemple la Norvège. La Norvège est extrêmement intelligente. Il y avait des réserves de pétrole incroyables. Ils n'ont pas pris cet argent-là, puis ils n'ont pas vécu là-dessus. Ils se sont fait un fonds, et la Norvège est à l'avant-plan en matière des changements climatiques. J'apprenais qu'il y a à peu près 22 % des véhicules en Norvège qui sont électriques. On est en bas d'1 % ici au Canada. Fait que ça, c'est des exemples de dire, oui, il faut qu'on mette fin au pétrole, mais il faut qu'on utilise ces ressources-là de façon transitoire pour nous mener à quelque chose qui va faire en sorte qu'on va pouvoir atteindre nos objectifs. Merci. Pour atteindre ces objectifs, il faut un plan, Hans. Et seul les partis libéraux en ont un. Éric, je reviens à ce que j'ai dit dès le départ. Si la question consiste à dire est-ce que les changements climatiques acquièrent l'importance qu'il faudrait compte tenu du danger que ça représente pour l'humanité durant cette campagne, la réponse est clairement non. Mais en ce moment, il y a les élections ailleurs, puis la réponse est non ailleurs. Le Québec vient comme vous le savez, d'entrer dans un partenariat avec la Californie. Eh bien, cette semaine, la Californie a soustrait le secteur pétrolier à son système de réglementation des gaz à effet de serre. Et pourtant, la Californie, c'est l'État le plus progressiste sur ces questions des États-Unis. C'est le monde dans lequel on est. Et dans ce monde, le plan que je vous propose est le meilleur. J'aimerais en faire 100 fois plus, mais je ne me ferai pas élire si j'en fais 100 fois plus, mais je ne resterai pas dans mon parti. J'irai peut-être au Parti vert, mais on ne se fera pas élire plus. Alors, si l'objectif est d'en faire le maximum avec un plan, au lieu d'avoir des cibles ronflantes mais sans plan, avoir un plan réaliste qui va nous rendre fiers de notre pays, alors qu'on en a tellement honte maintenant avec ce qu'on fait sous les conservateurs, eh bien ça, on peut le livrer. Merci. Je voudrais juste rajouter que je vais tout faire pour vous faire mentir. Et que oui, absolument, ça prend des actions concrètes, mais il faut rêver à un Canada qui fonctionne, il faut rêver à des plans qui fonctionnent. Et les changements climatiques vont devenir une priorité. Et je souhaite que Elisabeth May soit invitée au débat de TVA prochainement, au début d'octobre. Vous l'avez demandé, pas tout le monde qui a appuyé cette demande-là, mais je trouve Dieu que celle qui représente le parti qui a en son cœur les changements climatiques peut-être le plus intensément ne soit pas invitée au débat à TVA. Merci. Oui, on peut effectivement rêver pour le Canada et c'est vrai que ça fait partie de notre engagement politique chacun et à cette table et dans cette salle, on est nombreux à réellement espérer changer quelque chose de notre vivant.
Ceci dit, concrètement, on est dans le cadre d'une élection. Pendant cette élection, cette durée, il se passe des choses. Bien sûr qu'il faut des plans, bien sûr qu'il faut des objectifs. Et puis, est-ce que l'un doit précéder l'autre? Tout ça, ce sont des débats tout à fait normaux entre humains qui s'organisent. Mais aujourd'hui, on a cette urgence pétrolière, on a cette verrue des sables bitumineux qui se développe. Et j'espère que ceux qui rêvent encore à un Canada ne croient pas que la solution passe par la multiplication de l'extraction de ces sables bitumineux, et d'autant plus que je ne sais toujours pas comment ils veulent le transporter ou l'utiliser intelligemment, autrement qu'en le vendant en vrac à des Chinois qui vont le brûler dans l'atmosphère. Merci. Je vais vous demander d'être rapide pour qu'on passe à la deuxième question après. Je ne sais pas si j'ai le temps, mais ça serait impoli de ne pas répondre à M. François quand même. Alors, je trouve que si on n'était pas dans le même pays que l'Alberta, je ne vois pas en quoi la planète se porterait mieux. Les sables bitumineux seraient toujours là, ils émettraient toujours des gaz à effet de serre. La seule chose, c'est qu'on aurait beaucoup moins de prise sur les décisions qui peuvent se prendre pour réduire les émissions qui sont liées aux sables bitumineux. L'argument selon lequel le pétrole doit rester dans le sable, il serait plus convaincant si M. Pellado le disait aussi pour les possibilités de pétrole au Québec. Moi, je ne connais aucun endroit dans le monde où on se fait lire en disant « élisez-nous, puis vous verrez que le pétrole va rester dans la terre et puis dans la mer ». Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qu'il faut, c'est trouver des façons de réduire notre dépendance au pétrole, trouver des façons de réduire les émissions quand on extrait le pétrole, mais sortir du pétrole l'année prochaine, quand 84% des sources primaires d'énergie de l'humanité dépendent des hydrocarbures, bien, en effet, on peut rêver. Mais moi, je ne suis pas ici seulement pour rêver. Je suis ici pour agir pour le mieux et pour l'ensemble du Canada. Merci. On va devoir passer à la deuxième question, Monsieur Lachapelle. On va retourner au plan, au fameux plan. Et maintenant, le plan pour tarifier, mettre un prix sur le carbone. Malgré l'adoption de nombreuses cibles nationales de réduction des émissions annuelles des gaz à effet de serre au fil des années, à Toronto en 88, à Rio en 92, à Kyoto en 97, à Copenhague en 2009 et plus récemment en vue de Paris 2015, le gouvernement du Canada n'a jamais mis en œuvre une politique climatique nationale et se trouve par conséquent incapable de diminuer ses émissions. Entre-temps, certaines provinces font preuve de leadership dans la mise en place d'un prix pour le carbone, une politique qui est soutenue par une vaste gamme d'économistes et d'organisations internationales, telles que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, ainsi que l'Organisation de coopération et de développement économique. Par contre, les émissions continuent d'augmenter dans les régions du pays qui ne sont pas soumises à des contraintes similaires. Ces incohérences réglementaires font en sorte que les réductions réalisées par certaines provinces sont annulées par l'augmentation des émissions dans d'autres provinces. Le gouvernement fédéral peut-il intervenir pour assurer la coordination des systèmes provinciaux de tarification du carbone sur l'ensemble du territoire canadien, ou devrions-nous plutôt miser sur un système national de tarification du carbone? Merci. Qui veut se lancer? Je ne veux pas monopoliser le débat. Est-ce que je commence ou? Qui veut commencer, commence. Nous... Ils sont polis quand même, hein? Non? Non, mais on se respecte et puis on va être à peu près tous dans le même sens dans nos intentions. Après, c'est dans les détails que ça se différencie. Nous, au Bloc, on appuie la démarche qui avait été commencée par le Parti québécois avec la Californie de participer à la bourse d'échange. Et on appelle le fédéral à faire la promotion de ce projet, à aider les autres provinces à intégrer ce système et même à en faire la promotion vers le reste des États-Unis. Parce que là, et on est bien d'accord avec ça, il y a du travail en commun à faire, malgré toutes les imperfections d'un système de bourse, malgré tous les défauts qui ont pu être constatés. Ces défauts, notamment ce qui se fait en Europe, on a appris probablement des erreurs qui ont été faites, on a mis des cadres, on évolue, et il y a quelque chose d'intéressant à faire avec ça. Oui, il y a de la participation à faire commune, mais
sur la question de savoir si on veut faire pays avec l'Alberta ou pas, moi je me repousserais la question de est-ce qu'il faut nécessairement avoir une fédération avec la Chine pour pouvoir travailler de concert? Non, que le Québec soit indépendant ou qu'il soit pris dans le Canada, il est de toute façon, c'est la même atmosphère, c'est le même État, mais aujourd'hui, c'est sûr qu'il est plus difficile au Québec d'affirmer nos solutions, de participer au concert des nations sur les changements climatiques, quand on n'a même pas notre voix au chapitre sur ce qui passe sur nos propres rails, notamment. Bon, mesdames et messieurs, je pense qu'il aurait fallu mettre un prix aux émissions de gaz à effet de serre. Je pense que vous ne serez pas surpris de m'entendre dire ça. Il aurait fallu le faire nationalement. En 2005, on avait un plan pour ça qui s'appelait Projet Vert, qui a été... Une fois qu'on a perdu les élections puis les conservateurs sont rentrés, ils ont brûlé le plan. Ils en ont fait du gaz à effet de serre et ils l'ont remplacé par rien. C'était un plan pour atteindre nos objectifs de Kyoto. En 2008, j'ai offert aux Canadiens la possibilité d'avoir une taxe sur le carbone qui aurait amené des baisses d'impôts et qui aurait incidemment permis de sortir 30% des Canadiens qui sont dans la pauvreté, les sortir de la pauvreté, et la moitié des enfants. C'était un bon plan. À mon avis, c'est le meilleur plan. Le deuxième meilleur plan. Le meilleur plan, c'est celui que je vous présente aujourd'hui. Mais au point où on en est, je constate que le fédéral était tellement absent. Les provinces ont avancé. Même la province de l'Alberta fait des choses. La province qui a fait le plus, de loin, pour un prix sur le carbone, c'est la Colombie-Britannique. 30 $ la tonne, c'est pas assez, mais c'est déjà ça. Et donc, il faudra encourager les provinces dans leurs initiatives. Je crois que le NPD a encore le projet d'avoir un plan national de tarification du carbone. J'aimerais bien le voir, parce qu'ils ont un objectif de réduction des gaz à effet de serre extrêmement ambitieux, et si c'est rien qu'un objectif sans plan, vous savez ce que j'en pense. Merci. Mais moi, écoutez, je trouve que la tarification du carbone... Là, je réfléchis vraiment en citoyen là, du monde. Là. J'ai l'impression que c'est un permis de polluer. Et je ne sais pas, je comprends pollueur, payeur, je comprends ce système-là, mais il me semble qu'on doit aller plus loin que ça. Et oui, vivement une tarification partagée par toutes les provinces et les territoires, au fait, partagée par le monde entier. Je rêve beaucoup. Mais... je trouve que c'est un permis de polluer et idéalement, on dépasserait cette façon de faire-là, de demander à ceux qui polluent de nous donner de l'argent en retour et de vendre ces actions-là à quelqu'un qui pollue moins. Il me semble qu'il faut se servir du pétrole qui reste, au pétrole qu'on a déjà extrait. On en aurait assez pour favoriser une transition vers les énergies renouvelables. Et c'est vraiment le credo du Parti vert, c'est transition, s'il vous plaît, collaboration et transition vers les énergies renouvelables au plus vite. Merci. Bravo. Alors, rapidement, si vous voulez intervenir, parce là, que moi, je veux juste vous dire, j'aimerais ça, M. Lachapelle, après, parce que vous avez beaucoup travaillé sur ces questions-là, juste, je vais vous donner 30 secondes pour réagir à leur réponse. Ce ne sera pas long, en fait, puis partez vos enregistreuses, parce que je vais dire à peu près que je suis d'accord avec M. Dion, fait que quand même... Profitez-en, M. Dion. Mais en fait, les provinces sont allées beaucoup plus loin. Les provinces ont fait preuve de leadership. Le Canada, depuis plus d'une dizaine d'années, n'a rien fait. Nous, à l'heure actuelle, c'est sûr que, personnellement, moi, je souhaiterais peut-être que le Canada fasse un plus grand leadership à ce niveau-là. Mais à l'heure actuelle, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soutenir activement les initiatives locales, les initiatives au niveau des provinces. Mais il n'y a pas de plan à court terme pour une bourse du carbone ou pour un prix sur le carbone. Merci. Monsieur Lachapelle, vous avez vraiment étudié ces questions-là. Est-ce que vous avez envie de réagir très, très rapidement à ça? Bien, juste inviter une discussion sur le comment qu'on va appuyer les provinces. Je serais intéressé à voir concrètement qu'est-ce que ça veut dire appuyer les provinces. Parfait. Là, on n'a pas le temps pour cette question-là. C'est une autre question. Mais gardez-la en tête si dans le prochain round, on pourrait y revenir. Puis on a la période de questions aussi du public tout à l'heure. Voilà. Alors, je voulais plus savoir si vous avez un commentaire, mais c'est bon, on ouvre. C'est ça le milieu de la recherche, en fait. Tu te poses une question, tu as une réponse et ça ouvre 3 autres portes pour 4 autres questions. Donc, c'est merveilleux.
on n'a jamais terminé d'avancer dans ce sens-là. Et maintenant, on va passer avec notre dernier chercheur, M. Normand Mousseau, qui est professeur de physique et titulaire de la chaire de recherche de l'Université de Montréal sur les matériaux complexes, l'énergie et les ressources naturelles. Auteur de nombreux livres sur l'énergie, il a coprésidé la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec et au cours de la dernière année, produit en collaboration avec 60 chercheurs de l'ensemble du Canada un plan d'action national sur les changements climatiques. Il anime également l'émission de vulgarisation scientifique hebdomadaire La Grande Équation sur les ondes de Radio Ville-Marie. Merci, M. Mousseau. Merci. Et merci à vous de vous être prêté au jeu, à mon avis, essentiel dans la démocratie, que les partis acceptent de discuter. Et ça, pour moi, c'est vraiment, encore une fois, une grosse brique à lancer au Parti conservateur qui refuse même de discuter de ce pourquoi il voudrait être élu. Première question, donc. En décembre 2011, le Canada s'est retiré de Kyoto. Depuis, il a fait une opposition systématique lors des conférences internationales à la réduction mondiale des émissions de gaz à effet de serre. Il s'est d'ailleurs mérité de nombreux prix fossiles à ce sujet-là. Si on considère d'abord que le Canada, même avec les mesures actuelles, avec des engagements relativement légers qu'il a pris à Copenhague en 2008, il ne sera pas capable d'atteindre ces engagements actuels, qu'on a vu quand même au niveau international les États-Unis et la Chine prendre des engagements très intéressants qui renversent un peu la situation mondiale. Aussi, au-delà des objectifs, que les pays en voie de développement auront besoin d'un soutien important de la part des pays riches s'ils veulent aussi participer à la lutte au changement climatique. Quelle serait la position de votre parti à la conférence sur les changements climatiques qui va se tenir à Paris dans à peine 2 mois? Alors, qui se lance? Nous, pour le Bloc, on appuie complètement le consensus scientifique sur la question de ne pas dépasser les 2 degrés. Je me souviens, il y a 15 ans, les 2 degrés faisaient partie des scénarios catastrophes. Maintenant, ça commence à être la dernière limite à laquelle on est tous d'accord. Donc, on est complètement d'accord avec tout le travail qui peut être fait pour cette limite-là. Et on pense aussi, et je reviens sur cette question-là, c'est que le Québec pourrait aider la communauté internationale un petit peu plus s'il avait sa pleine capacité à agir sur ces questions-là, à exercer son leadership, non pas contre ou sous une juridiction fédérale, mais à côté d'un grand pays, le Canada. Et en tant que modèle, on pourrait beaucoup plus aider, faire des transitions, montrer des exemples de ce qui peut être fait dans le monde sur les changements climatiques. Merci. Oui, certainement. Écoutez, le Canada a accueilli le monde à COP11, à COP11 en 2005 et a été célébré comme un champion. Et depuis, en effet, le Canada est un frein. Donc, il faut à tout prix qu'on revienne à Paris. On nous attend. J'ai parlé au président Hollande et M. Trudeau aussi. Et ils souhaitent vraiment qu'on y soit. Et on ne va pas y aller tout seul. On va amener M. Couillard s'il veut venir. Et les premiers ministres des provinces qui voudront venir et des territoires et les chefs autochtones. Il faut que le Canada y aille en force. Si vous me demandez tout de suite, tous ces gens-là, il faut qu'on parle d'une seule voix, et quelle sera la cible qu'on va annoncer au monde? Bien, si on veut parler d'une seule voix, ça sera un peu malhabile pour moi de l'annoncer aujourd'hui. Je voudrais juste, cependant, qu'on garde bien en tête, parce qu'on peut lancer des chiffres 34 en 1990, en 2025, c'est facile, M. Marotte, mais vous avez besoin de me dire où on est en 2020. Je ne sais pas si vous le savez, moi je peux vous le dire, mais je voudrais vous entendre. Où en sommes-nous en 2020? Parce que si vous ne changez pas la cour des choses dans les prochaines années, tout de suite, alors que votre parti retarde ses investissements jusqu'à la fin du mandat, comment arriverez-vous à changer le cours des choses si, en 2020, on est si loin de votre cible de 2025? Alors, où en sommes-nous en 2020 du point de vue des émissions de gaz à effet de serre? 2 choses, premièrement. Je ne veux pas être le professeur, là, mais j'aimerais avoir la réponse. Vous avez déjà été mon professeur. Je vais essayer d'être à la hauteur de l'enseignement que vous m'avez donné. On en apprend! Premièrement, pour répondre à la question, il faut arriver à Paris et dire « Canada is back on track ». On va recommencer à travailler avec les gens. Canada ne sera plus le cancre. On va travailler en collaboration. Écoutez, la Chine puis les États-Unis, c'est rendu qu'ils nous dépassent. C'est une farce. Deuxièmement, nous, on fixe des objectifs.
Puis il y a des investissements. On investit en transport en commun, on investit en énergie verte, on prend l'argent que présentement le Canada investit en matière de pétrole et on le met là-dedans. On va prendre l'argent qu'on fait avec le pétrole et on va l'investir là-dedans. Monsieur Dion, comme professeur, normalement, vous devez nous donner l'exemple. Et quand je regarde le bilan que vous avez en tant que ministre de l'Environnement, mais que le bilan que vos gouvernements ont eu de 1993 à 2006, il y a eu des augmentations. Vous l'aviez, le bat de baseball, à ce moment-là. Vous pouviez la jouer, la game. Pourquoi vous ne l'avez pas joué là? Puis là, aujourd'hui, M. Trudeau nous dit, ne vous en faites pas, je vais faire la job, mais je ne vous dis pas mes objectifs. Je m'excuse, mais si le passé est garant de l'avenir, on n'est pas en business, là. Nous, on a dit qu'on ferait ça, on a fixé des objectifs, puis on va faire le travail. Mais non, vous ne ferez pas le travail, vous n'avez aucun plan pour faire le travail et vous retardez vos investissements. Alors moi, je vais répondre à la question. Mesdames et messieurs, le Canada s'est donné comme cible, à travers M. Harper, de réduire ses émissions de 17 % en 2020 par rapport, non pas à 1990, mais par rapport à 2005, ce qui est beaucoup moins ambitieux que le NPD. Cependant, on ne sera pas à moins 17 en 2020. Selon le ministre de l'Environnement, on va être plus 1 ou moins 1. Ça veut dire que pour réduire les émissions de 34 % par rapport à 1990, quand on est à 0 % par rapport à 2005 en 2020, il faut nous annoncer tout de suite un plan révolutionnaire. Et je n'ai pas entendu ça. J'ai entendu quelques investissements dans les infrastructures. Je crois qu'on doit arrêter de jouer cette game-là, d'arriver avec des objectifs ronflants, puis pas de plan pour les appuyer. Alors nous, ce qu'on dit, c'est très clair. Les provinces ont des objectifs. Elles risquent de les rater. On va tout faire pour les aider à ne pas les rater et même à les dépasser par un leadership fédéral. Et c'est ce qu'on va annoncer au monde. C'est beaucoup plus concret et réaliste que des objectifs ronflants sans plan pour les appuyer. Réaction, oui. Le programme du Parti vert, enfin, c'est sûr que moi, si M. Couillard ne veut pas y aller, je vais y aller avec vous, M. Dion, à Paris. Ouais, okay. Mais je pense que peu importe qui va être félicité pour le retour du Canada sur la scène climatique, les Verts vont certainement être un plus dans le décor, les propositions que le Canada a à offrir au monde, main dans la main avec le pape François, pour aider à un meilleur sort de l'humanité. Merci. Merci. Donc, Monsieur, je peux dire là-dessus, les conservateurs empêchent l'opposition à aller dans les rencontres internationales. Et ça, c'est une chose qu'on n'a jamais fait, nous, les libéraux, et on vous amènera, M. Lauzon, on amènera Mme May, ça nous fera plaisir. Bon, j'en prends note. Merci. En termes de leadership fédéral, j'ai pas encore bien compris comment on va le faire passer, le pétrole des sables bitumineux. Est-ce qu'on peut le laisser sous terre ou est-ce que ça fait... C'est encore nous qui allons devoir laisser passer nos rails et nos villages pour laisser sortir le pétrole? C'est le temps de M. Mousseau. moi, je vais changer de stratégie pour ma dernière question, donc je vais laisser de côté ce que j'avais mis. Et je vais plutôt revenir sur chacun de vous, sur quelque chose que vous avez dit jusqu'à présent. Donc, je vais commencer au bout et y revenir doucement. Donc, vous avez dit que le Québec était un leader en matière de changement climatique. C'est un peu une farce, parce qu'en fait, quand on regarde la situation actuellement, le Québec ne sera pas capable de rencontrer ses cibles pour 2020. Absolument impossible présentement, parce qu'il n'y a aucun plan, il n'y a aucune vision pour arriver à 2030 avec les cibles qui ont annoncé ce matin. Et on attend toujours une politique énergétique qui s'est discutée cette année sans un mot sur les changements climatiques. Donc moi, je ne vois pas comment vous pouvez prétendre, en tant que défendant du Bloc québécois, que le Québec peut aller se pointer sur la scène internationale et occuper un leadership que le Canada n'occupe pas. D'accord. J'espère qu'on me considère pas comme un défendeur du gouvernement de M. Couillard dans la question et dans ce que j'ai dit. Les choses sont bien claires. Je me dissocie du temps qu'on est en train de perdre depuis avril 2014 et des dizaines d'années, la dizaine d'années qu'on a perdu avant. Là où on peut se targuer d'avoir quelques réussites au Québec, c'est évidemment en se comparant au reste du Canada. Je ne mets pas en avant un Québec qui rayonnerait sur le monde. C'est juste un Québec qui a la chance et qui a su exploiter cette chance d'avoir une économie basée sur un système un peu plus de manufacturier, un peu plus
Disons qu'on est quand même, on est là depuis 400 ans et on a développé quelque chose qui ressemble à une société, qui ressemble à un pays même, et qui a même, depuis les années 60, s'est développé sur une base énergétique beaucoup plus saine, beaucoup plus durable. Et d'ailleurs, on a le potentiel. Je vous interromps, oui. là, mais en fait, c'est parce qu'on avait de l'eau. Je veux dire, c'est pas bien compliqué dans ce moment-là. Moi, j'entends rien ici qui fait un leadership. Okay. Et je vais vous donner juste 15 secondes, parce que les autres aient le temps de répondre. Alors, on a de l'eau, mais on l'a exploitée. On s'en sert pas pour laver du sable et le cracher dans le reste du monde. Ça fait 15 secondes. Parfait. Monsieur Dion, maintenant, ce que j'entends de vous ce soir, c'est on va essayer de faire un peu d'effort. Vous avez raté essentiellement entre 1995 et 2005 la chance que vous aviez comme parti de faire la révolution, les changements qui auraient dû être faits. Là, vous dites, mais là, je ne mettrai pas d'objectif, je dois mettre un petit peu d'argent, mais je ne sais pas, je ne veux pas toucher au transport parce que les gens ne sont pas contents, je ne veux pas toucher au pétrole parce que les gens ne seront pas contents. Donc, est-ce qu'on va avoir finalement un plan qui est conservateur moins? Là, je n'ai pas l'impression d'avoir assisté au même débat que vous. J'ai annoncé des investissements qui vont doubler en infrastructure. Quel autre parti peut faire ça? 60 milliards de plus dans les 10 prochaines années. L'année prochaine, il y a 5 milliards en infrastructure. Oui, mais infrastructure, ce n'est pas une direction. Moi, je peux vous dépenser 60 milliards demain matin sans que ça change quoi que ce soit. 20 milliards dans les transports en commun, 20 sans milliards toucher à la voiture, M. Dion. Donc, vous dites, on va faire des trains. Qu'est-ce que vous dites sans toucher à la voiture? Il y aura des réglementations plus sévères, beaucoup plus sévères que sous les conservateurs. On va utiliser les réglementations. On va investir 200 millions de dollars de plus par année dans les technologies. Mais j'aimerais répondre, s'il vous plaît, à votre argument facile comme quoi, nous, les libéraux, on n'aurait pas livré. Il faut faire l'histoire des émissions de gaz à effet de serre au Canada. Elles ont augmenté de façon très, très massive de 1990 à 2000. À cette époque-là, il y a eu les conservateurs sous Mulroney et le début de Jean Chrétien. À partir de l'an 2000, on a réussi, pas seulement le gouvernement libéral, tous les Canadiens, à stabiliser nos émissions. De 2000 à 2008, elles n'augmentent pas. L'objectif n'était pas de cesser de les plafonner. L'objectif était de les réduire pour atteindre notre objectif de Kyoto. Et on avait un plan pour ça. Mais on a débarqué en 2005. Et depuis, ils ont plafonné. De 2008 à 2010, elles ont été beaucoup réduites à cause du ralentissement économique. Je ne vous donne pas les chiffres exacts, mais je pourrais les vous donner après. À partir de 2011, ils recommencent à augmenter. Parce que les conservateurs n'ont rien fait, il n'y a pas de leadership, elles augmentent. Alors, il faut cesser ça. C'est ça qu'il faut faire plutôt que de dire les libéraux n'ont pas livré, ils n'ont rien fait. Il faut regarder que pour empêcher que ces émissions augmentent, pour empêcher qu'on se retrouve en 2020 à plus 1, moins 1, avec une cible officielle qu'on a envoyée au monde de moins 30 en 2030. Si elles sont à 0 en 2020, ça veut dire que le Canada doit réduire du tiers ses émissions en 10 ans pour atteindre son objectif qu'on a donné au monde en ce moment. M. Harper a déposé ça à Paris. Alors voilà le défi. Et si vous voulez relever ce défi, regardez notre plan, ça va vous convaincre de voter libéral. Merci. Monsieur Marotte, donc, en effet, le nouveau Parti démocratique a des cibles très ambitieuses en termes de changement climatique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, puis en même temps, il veut protéger le pétrole de l'Alberta. Donc, comment est-ce que vous pouvez vraiment arriver à faire la quadrature du cercle qui a pris quand même plusieurs années aux mathématiciens. Le pétrole de l'Alberta, qu'on le fasse passer ou pas, on ne brûlera pas moins de pétrole. Le pétrole de l'Alberta, effectivement, pour l'extraire, c'est à peu près 50 % plus de gaz à effet de serre que du pétrole conventionnel. Mais une fois qu'on l'a brûlé, ce pétrole-là, parce que, grosso modo, là, un baril de pétrole, ça produit à peu près 400 kg de gaz à effet de serre. Fait que tu rajoutes ça avec ce que ça t'a pris pour l'extraire, puis on augmente à peu près de 6 % seulement l'impact sur les gaz à effet de serre. Alors, nous, on dit, premièrement, oléoduc, là, parce qu'on parle toujours de ça, là, nous, il n'est pas dit qu'il va se faire. Si jamais il se fait, c'est qu'il va y avoir un contrôle environnemental rigoureux. Mais qu'on le fasse ou pas, mettons qu'on ne le fait pas, ça ne fait pas diminuer d'un seul litre la consommation d'essence du Canada, du Québec, de n'importe quelle autre province. Mais vous n'avez pas de plan très sérieux pour réduire, étant donné la ligne où on s'en va maintenant, pour atteindre les objectifs que vous avez mis pour 2030? Nous, comme je l'ai dit, je vais le répéter, investissement massif en transport en commun, investissement au niveau des énergies vertes. Notre modèle, puis qu'on va être obligé de faire en accéléré, mais qu'on n'atteindra pas ce que les Norvégiens ont fait,
c'est la Norvège. La Norvège est le meilleur exemple. Oui, mais la Norvège est assise sur tellement d'argent qu'il subventionne à coût de 70 000 la voiture électrique qui est achetée. Vous allez vraiment dire, on est au Canada, on va financer, on va subventionner à 70 000 par voiture non, la voiture, l'électrification du De transport? toute façon, l'auto ne vaut pas 70 000. Là. Moi, j'ai une Kia Soul, là, elle vaut 28 000. Là. Fait qu'on n'a pas besoin de mettre 70 000 dedans. Là. Ça, c'est des initiatives qui vont être prises au niveau local, qui vont être soutenues par le gouvernement du Canada. C'est ça qui est notre plan. De toute façon, moi, je trouve que je suis très bien situé géographiquement parce que M. Dion nous dit on n'y arrivera pas, puis on ne l'a pas fait à l'époque. Puis M. Lauzon nous dit, garde, il faut rêver. Bien, nous, on va dire, regarde, on va faire une combinaison entre les deux, puis on va atteindre des objectifs. Donc, je voudrais terminer, merci, avec M. Lauzon. Vous parlez de rêve, mais quand on est en politique, on veut quand même... OK, je vais juste vous dire 30 secondes, OK? Vraiment. Parce que là, donc, on veut quand même... Lauzon. C'est bien beau de rêver, là, mais à la fin, il va falloir... Et des rêves, ça ne permet pas nécessairement de construire un programme politique ou construire vraiment des mesures pour avancer. Oui, d'accord. Quand juste un homme rêve, ça reste un rêve, mais quand des populations entières rêvent, ça peut devenir réalité. J'ai deux réponses. Je pense qu'il faut vraiment cesser d'investir dans les sables bitumineux, dans les hydrocarbures. Et l'exemple de l'économie qui plonge parce que, justement, il y a une dévaluation du litre, puis il y a une guerre entre les Arabes puis les Américains sur le baril de pétrole. Je pense qu'il faut rappeler au monde qu'on a l'hydroélectricité, l'éolien, le solaire, et ce sont des énergies renouvelables qui ne baisseront pas de prix, ou n'augmenteront pas de prix, ne baisseront pas de prix comme le pétrole. Alors, je pense que c'est par là qu'il faut s'en aller obligatoirement. Puis plus la conscience va être partagée, plus la population va être sensibilisée, je pense qu'on va pouvoir y aller. Puis très concrètement, on n'a pas parlé, personne, des nouvelles technologies. Le télétravail est à encourager. Des garderies en lieu de travail, c'est à encourager, je pense, parce que bon, ça réduirait énormément. Il y a plein de petits trucs plus concrets, que je n'ai pas le temps d'exposer ici, mais qui sont dans le plan du Parti vert, qui favoriseraient une diminution du transport et donc une diminution de la production de gaz à effet de serre, comme les garderies en milieu de travail ou le télétravail. Moi, je pense que c'est par là qu'il faut aller. Merci. Il fallait quand même que je la fasse sonner sérieusement une fois. Alors, merci à vous 8 pour vos excellentes questions, mises en contexte, puis pour vos réponses. Et maintenant, ça serait à vous la parole, si vous avez des questions. Et comme vous en doutez, on a une salle très... disons, à l'affût de bien informés sur ces questions-là. Donc, gênez-vous pas pour poser vos questions, mais on va quand même essayer de les garder assez courtes pour permettre au plus de personnes possible de parler. Et je vous rappelle qu'il y a eu toutes sortes de... J'ai l'impression qu'il y a quelques éléphants dans la pièce qui sont peut-être pas encore sortis, qui pourraient ressortir dans la période de questions. Alors, je vous demande de vous présenter pour commencer, s'il vous plaît. OK. Mon nom, c'est Richard Renshaw. Je travaille avec plusieurs groupes écologistes. Je remercie beaucoup le débat qu'on a eu ce soir. C'est très éclairant. Je veux introduire une toute autre question qu'on n'a pas touchée du tout. Le Canada, per capita, est un des plus polluants du monde. En tant que production de gaz à effet de serre. Mais les gens qui vont souffrir du changement climatique sont ailleurs. On parle des îles d'Océanie, Bangladesh, Haïti, Honduras, Pérou, où toute la population, leur existence est en danger. L'ONU a demandé un fonds des pays du Nord pour aider ces pays qui ont le moindre moyen pour aider ce processus d'adaptation, de mettre quelque chose là pour aider. Je crois que c'était autour de 600 milliards de dollars, je ne suis pas sûr. Mais que je sache, le Canada n'a pas mis un sou. Qu'est-ce que nous faisons pour aider la planète à s'adapter à ce nouveau enjeu? Merci pour votre question. Alors, qui veut... Merci. Vous avez touché là l'enjeu sur lequel peut échapper Paris. Paris n'échappera pas, à mon avis, sur les cibles nationales
Les grands émetteurs ont déjà fait connaître leurs cibles. Les États-Unis l'ont fait, la Chine, l'Europe, d'autres pays comme le Canada. Donc ça, c'est réglé. Et donc, ils vont s'entendre. Ils vont s'entendre sur des cibles qui nous valent un monde de 3 à 4 degrés de réchauffement, mais ils vont s'entendre. Le grand enjeu, c'est qu'à Copenhague et à Cancun, les pays riches se sont engagés à trouver 100 milliards de dollars par année à partir de 2020 pour aider les pays les plus vulnérables à réduire leurs émissions et surtout à s'adapter au changement climatique. Et on a créé un fonds qui s'appelle le Fonds vert pour le climat. Et les négociations piétinent, vont nulle part. Ça serait bien qu'on ait un gouvernement du Canada qui contribue à trouver des solutions pour qu'on ait ce succès, parce qu'il est clair que les pays vulnérables n'accepteront pas de signer une entente si les pays développés n'honorent pas leur engagement pris à Copenhague et à Cancun. Merci. D'autres réponses, réactions rapides? Ou sinon, on passe. On a plein de questions, fait qu'on va, on va y aller avec une deuxième question ici. Tout d'abord, bonsoir. Mon nom est François Pierre. Je suis étudiant en géographie ici à l'Université de Montréal. Dans le fond, j'ai trouvé tous les intervenants très intéressants. Cependant, plusieurs ont nommé ça a été mentionné à plusieurs reprises que vous aviez un plan. Mon opinion personnelle, c'est qu'à part le candidat du Parti vert, les plans étaient majoritairement tournés vers le passé. Je m'explique. Seulement, le candidat du Parti vert a proposé de se tourner vers des énergies renouvelables, technologie qui n'existait pas à l'époque de Jules César, alors que le charbon existait, lui, à l'époque de Jules César. Alors, juste comme ça, mais pour exécuter vos plans, on s'entend que c'est pas malheureusement la population qui émet le plus de gaz à effet de serre, mais bien les entreprises et les industries lourdes, notamment le transport. Songez-vous que c'est maintenant temps d'utiliser des mesures plus coercitives que de faire de l'investissement puis de dire « Ah, bien, vous allez peut-être avoir des crédits d'impôt pas chiffrés si vous atteignez une certaine cible de réduction de gaz à effet de serre », plutôt qu'une mesure nettement plus coercitive qui inciterait plus les entreprises, notamment, à réduire leurs émissions. Merci. Oui, Monsieur Reeves. Je voudrais juste faire une précision de fait parce que j'ai le privilège d'être au comité aviseur du ministre de l'Environnement dans le programme d'action contre les changements climatiques. La perception populaire, c'est que c'est l'industrie qui pollue le plus, ce qui est faux. C'est d'abord et avant tout les transports, et dans les transports, d'abord et avant tout le transport privé personnel. Le camionnage, le train aussi, mais le transport privé. Et actuellement, on est à 45% de tous les émissions de CO2, ça vient du transport, et que l'industrie est autour de 27%, sous réserve 27-28%, et qu'en fait, ceux qui ont fait le plus leur devoir en termes de baisse dans les 10 dernières années, ce sont les industries, l'entreprise, alors que le particulier, c'est celui qui a monté le plus. Donc, c'est juste pour rectifier des faits. À la lumière de la rectification, on pourrait inclure le volet citoyen dans les mesures coercitives qu'un gouvernement fédéral, peu importe le parti qui serait élu. Pensez-vous que c'est le temps de songer à ce genre de mesures-là plus que des programmes incitatifs, considérant l'urgence d'agir? Bien, je suis content que vous fassiez la précision parce que je pense que dans le bulletin de nouvelles d'aujourd'hui, c'était soulevé justement que l'industrie avait fait sa part. En fait, l'industrie, là, elle voit des opportunités. Les possibilités en matière d'énergie verte sont exponentielles. D'ici 20 ans, ça va être un marché de 5 000 milliards par année. Fait que l'industrie, s'il y a une pièce à faire, elle va aller la chercher, l'industrie. Moi, ce que je fais, moi, personnellement, j'ai fait un choix. Je me suis acheté un char électrique. Je capote, j'aime ça. 1,5 piastre du 100 km. Juste pour ça, ça va à peine, à part les impacts environnementaux et tout ça. Mais moi, je fais du porte-à-porte. J'ai rencontré plusieurs milliers de personnes. Là, puis je suis obligé de constater, à regret, que les gens, là, ces enjeux-là, là, moi, j'en entends pas parler ou très, très peu. Puis je le regrette parce que moi, c'est le genre de débat que je veux faire avec les gens, là, mais c'est pas de ça dont j'entends parler. Et là, le défi, parce que l'industrie, l'industrie peut toujours plus faire sa part, là, je sais pas, il faut qu'il la fasse, mais là, le challenge, le défi, puis ça va être l'individu. Comment amener l'individu à changer ses comportements? Je suis pas convaincu, mais je pense que oui, il faut qu'il y ait une part de coercition. Mais si on embarque dans la totale coercition, ben on va faire comme M. Dion, on va proposer ça, puis on va perdre nos élections, puis on ne pourra plus rien faire. On ne pourra plus rien faire.
Là, juste brièvement, parce que je vois qu'il y a encore 6 personnes au micro, puis il nous reste comme 10 minutes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais inviter tout le monde. Je vais vous inviter à prendre des notes. Vous avez tous un papier puis un crayon pour les questions, puis après ça, intervenir rapidement sur les questions qui vous agrippent le plus, parce qu'il y aura peut-être des recoupements comme ça, parce qu'on veut donner 1 minute, là on est rendu à 1 minute, à chacun des intervenants à la fin pour conclure à la toute fin. En fait, j'ai une idée. Je n'ai pas perdu des élections sur de la totale coercition. Je l'ai perdu sur un prix sur le carbone. Non, écoutez, il faut certainement renforcer le pouvoir réglementaire, mais il faut aussi faire tout ce que j'ai dit pour les énergies vertes. Celui qui en a le plus parlé, c'est moi. Celui qui a un plan là-dessus, c'est le Parti libéral. Merci. Merci, M. Dion. OK. Donc, je vais vous demander de passer rapidement vos questions, puis dans le fond, vous répondrez, puis vous conclurez en même temps. Comme ça va être plus efficace. Vous aurez chacun un dernier droit de parole si vous le souhaitez. Et je veux juste dire à nos chercheurs de ne pas hésiter, parce que les questions, merci François tout à l'heure d'avoir répondu, vous pourrez aussi répondre, mais on va essayer de faire ça de manière concise. Alors, je faisais alternance de micro, oui? Merci. Bonsoir, Geneviève Talbot. Je travaille pour Développement et Paix comme chargée de programme en recherche et plaidoyer. C'est une organisation catholique, donc je suis bien contente d'avoir entendu le pape, citer le pape. Je dois vous dire qu'il facilite mon travail énormément. Le mien aussi, madame. Je vous salue pour votre courage aussi d'avoir été là sur le panel. J'aurais toutefois aimé ça qu'il y ait une femme présente aussi sur le panel. Je ne peux pas m'empêcher de le dire. J'ai une question à 2 volets. En fait, la première va s'adresser au niveau international. La personne qui était devant moi l'a déjà posée. Avec ce qui s'en vient, il y a effectivement des engagements qui ont été pris à l'international au niveau de la responsabilité des pays du Nord ou des pays les plus pollueurs envers les pays du Sud pour un appui à des mesures d'adaptation. Qu'est-ce que vous planifiez concrètement? Il y a seulement M. Dion qui a répondu à cette question-là, en termes d'aide publique au développement sur les changements climatiques. Puis est-ce que ça s'ajoute déjà à ce qui est fait en termes d'aide publique au développement ou vous l'insérez dans la pochette aide internationale? Ça, c'est une question, un volet international. Ensuite, sur le volet national, on a parlé un peu de l'importance de se sortir de l'énergie fossile. Puis, à savoir si c'est un rêve ou une réalité, mais comment un plan national pourrait nous permettre de se sortir, nous, le Canada, d'un modèle économique qui est basé sur l'énergie fossile, mais aussi d'un modèle énergétique. J'aimerais ça vous entendre là-dessus d'une façon concrète. Puis, je vais peut-être une piste de réponse pour vous, c'est sur l'aménagement du territoire. Vous avez beaucoup parlé du transport, mais si déjà on pouvait réduire l'étalement urbain, ça nous aiderait beaucoup au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Merci. Merci. Prochaine question. Je veux juste souligner d'abord, excuse mon nom, c'est Joanne Whitman, je suis avec HEC, et on n'a aucunement parlé de l'économie circulaire ou d'une approche systémique à toute la politique en général au niveau de l'environnement. C'est dommage, mais peut-être que Daniel pourra en parler tout à l'heure. Les 2 points que moi je voulais soulever, c'est parce qu'on parle souvent de COP21 comme étant la panacée pour régler tous nos problèmes sur les changements climatiques, mais il ne faut pas oublier que c'est très politisé, puis c'est pas souvent là où les vraies décisions ils se prennent, c'est au niveau des traités de libre-échange. Puis c'est souvent pour ça que les ententes à COP21 ont foiré, c'est parce qu'il y a un élément de compétitivité qui fait que c'est souvent très compliqué de se désavantager quand on prend des cibles d'un pays par rapport à d'autres. Fait qu'au niveau de tous les traités qui sont en train de se négocier actuellement, Pacifique, Atlantique, avec l'Europe, qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire pour s'assurer qu'on ne va pas désavantager le Canada si on décide justement de prendre des cibles ambitieuses, mais aussi qu'on peut aider dans tout ce processus de commerce international, de pouvoir amener les autres partenaires pour pouvoir travailler sur un front commun. Le deuxième point qui est important, c'est que les gouvernements, tout comme les banques, sont des très gros investisseurs. On a beaucoup de fonds de pension. Ça s'investit souvent dans des projets, justement, pétroliers, des projets extractifs, parce que c'est là qu'il y a le plus de potentiel, des mines, etc., de faire en sorte que le capital peut augmenter pour que quand on retraite, ou etc., on va pouvoir avoir de l'argent. Fait que ça, c'est tout le monde. Les profs, y en ont, etc. Fait qu'au niveau de ce que le fédéral peut contrôler au niveau de ses investissements, comment est-ce qu'on peut se désinvestir d'une économie qui est justement intensive en carbone? Ce serait quoi un plan pour s'assurer qu'on va pouvoir nous aider aussi avec tout l'argent qu'on contribue à aller vers quelque chose de mieux?
Merci. Puis là, je vais demander des excellentes questions, vraiment. Malheureusement, le temps file, fait que je vais demander à tout le monde de faire vraiment un effort de circoncision. Hein? Bon. Non, ça va aller. Docteur, on a un docteur dans la salle, mais cardiologue. Fait que, bon. Alors, s'il vous plaît. Je suis pas certain d'effort que... Après tout, il y a 8 hommes hein, sur la table. Oui. Didier Benoît Saint-Pierre, postdoc à la Polytechnique de Montréal. En fait, vous avez tous des bonnes idées, vous avez présenté différentes idées pour la lutte au changement climatique, mais au final, c'est la population canadienne qui va devoir faire les efforts. Si vous pouviez juste suggérer une activité qui doit être faite, une chose prioritaire qui doit être faite pour que la population aide à la lutte au changement climatique, laquelle ça serait? Merci. Très bonne question. Alternance de micro. Alors, bonjour. Nicolas Levasseur, étudiant en géographie à l'Université de Montréal. Ma question s'adresse surtout à M. Dion et M. Marotte, pardon. En fait, je vais voler la question de M. Lachapelle. C'est vous comptiez encourager les provinces pour la tarification du carbone. Comment concrètement comptez-vous le faire? Comment comptez-vous les épauler là-dedans? Merci. C'est exactement la même question, donc je vais laisser parler. Excellent. Donc, c'est une très bonne question, à ne pas manquer. Oui. Oui, bonjour, Claudel Pétrin-Desrosiers, étudiante en médecine à l'Université de Montréal. J'aurais une question à savoir. On a très peu parlé de l'engagement des jeunes dans tout le débat, puis on sait que probablement le plus lourd des changements climatiques s'en vient dans les prochaines années. Ça va être nous qui va être sur le marché du travail. Moi, dans mon parcours d'étudiante en médecine, on n'entend pas parler des changements climatiques. J'entends pas comment ça va changer ma pratique. Et pourtant, je le sais, je vais avoir plus de maladies. Par exemple, la maladie de Lyme, je sais que je vais avoir des modifications dans tout ce qui est maladies infectieuses. J'en entends pas parler. Je suis pas formée. Donc, j'aimerais savoir ce que vous offrez, évidemment pas juste en médecine, mais qu'est-ce que vous offrez aux jeunes en termes d'engagement politique sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire au Canada pour eux aussi s'engager dans le débat, pour éviter un peu cette apolitique. On parle souvent d'une jeunesse qui est désabusée. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous offrez pour régler ce problème, de un? Et de deux, tout ce qui est en termes de formation, de perspective d'emploi, j'aimerais entendre votre opinion sur le sujet. Merci. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces excellentes questions. En fait, vous méritez aussi une main d'applaudissement à la salle. Et là, je veux dire, c'est terrible ce que je vais vous demander de faire, là, mais vraiment de répondre extrêmement rapidement. Moi, j'avais un mot de conclusion. Je vais le laisser tomber pour vous laisser plus de place. Alors, je vous invite à être très rapide et succinct. Moi, je voudrais poser une question à M. Marotte à travers toutes ces questions. Mais il me semble qu'il y en a eu assez de questions. Je vous demanderais juste de répondre aux questions de la salle. On est là pour un débat, puis il faut vous éclairer, parce qu'une question a été posée. Qu'est-ce que vous... S'il y a une chose... Mais moi, s'il y a une chose que je vous demande de faire, c'est le 19 octobre, pensez bien à votre vote. Alors, on est là pour vous aider à choisir comment voter. Et beaucoup de questions ont porté sur l'approche dans notre fédération. Est-ce qu'on suit l'approche de M. Trudeau, qui est d'appuyer les provinces concrètement? J'ai donné tous les exemples. Il m'en manque encore, j'en ai d'autres à donner. La façon dont on va les appuyer concrètement dans leurs objectifs pour les atteindre et peut-être même les dépasser, pour que le Canada remplisse sa tâche. Le nouveau Parti démocratique a critiqué M. Trudeau. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous, on arrivera avec une bourse nationale du carbone, un système de cap and trade, de plafonnement et d'échange d'émissions. On va le faire, vous allez voir, c'est un engagement. M. Marotte vient juste de nous dire qu'ils ne le feront pas. Il est le premier NPD à dire qu'ils ne le feront pas. Il vient de nous dire ça à tous et chacun. Est-ce que le NPD a changé d'avis? On a besoin de le savoir parce que sa cible, voyez-vous, mesdames et messieurs, c'est d'atteindre moins 34 % en 2025 par rapport à 1990. Sans tarification nationale du carbone, grande nouvelle, sans grands investissements dans les infrastructures qu'on repousse à la fin du mandat, alors qu'on avait promis 1,3 milliard par année, c'est rendu 400 millions les premières années. Monsieur Dion, je vous remercie j'ai hâte beaucoup. de l'entendre, mesdames et messieurs. Bon, OK, pour être équitable envers tout le monde, on va essayer d'être succinct, s'il vous plaît. C'est un débat ou c'est pas un débat? Oui, mais là, c'est la période de questions. Donc, c'est à la fin que le piquant sort. Hein? Bon, allez-y. Donc, moi, je ne vais pas attaquer M. Stéphane Dion. Je vais simplement faire valoir mon point. Donc, essayer de répondre à le plus de questions possible. Premièrement, vous avez parlé de l'aide au soutien aux communautés dans le Sud. Hein? C'est nous autres qui s'est payé le party pendant 150 ans, puis c'est eux autres qui vont payer la facture. Nous, il y a une partie
que je reconnais être pas suffisante, mais il y a une partie dans nos engagements pour soutenir. Donc, dans notre soutien au développement international, il y a une partie qui prévoit ça. Donc, évidemment, ça va être négocié à Paris et M. Molker va être très, très fier de pouvoir aller défendre ce point-là. Deuxième chose, vous demandez une chose que je dirais aux gens de faire, essayer une auto électrique. C'est le bonheur absolu. J'ai l'air d'un vrai enfant avec mon train électrique, mais parce que les gens nous disent ça coûte trop cher. Premièrement, c'est pas vrai, là. Un auto, là, les gens qui s'achètent des autos neuves, là, parce qu'il y en a, hein, moi, je suis dans le stationnement ici, là. Vous avez, dans le stationnement au HEC, là, il y a 5 étages remplis de voitures, là. Une auto électrique, là, c'est rendu moins cher que ce que les gens s'achètent comme voiture neuve. Et l'autre élément aussi, M. Dion m'a dit... Qu'est-ce que vous comptez faire? Nous, on compte le faire. On va le faire. Moi, quand je vais avoir le bat, je vais jouer la game. Et est-ce qu'on va les atteindre? Je ne le sais pas, mais on va tout faire pour le faire. Et la meilleure chose pour ça, c'est de regarder ce qu'on a fait dans le passé. M. Molker, quand il a eu le bat, il a fait le travail. Lui, il peut dire, moi, quand j'ai eu l'occasion de baisser les gaz à effet de serre, je l'ai fait. J'ai livré la marchandise. Merci, M. Lauzon. Mais moi, si je peux rajouter à ça, M. Mulcair est aussi celui qui a permis l'embouteillage de l'eau au Québec en 2004 et je crois que ça, c'est quelque chose qui passe toujours pas, en tout cas chez les Verts. Moi, je réitère que... Enfin, je ne l'ai pas dit encore, mais personne n'a parlé des paradis fiscaux parce qu'on se demande tous où on va chercher l'argent pour sensibiliser la population. Et puis, il y a des milliards qui dorment dans des nuages quelque part entre la Suisse et les îles Caïmans. Et je pense que ça, c'est quelque chose dont les gens pourraient profiter. En fait, tout le pays pourrait profiter de ces argents-là, d'une réinjection de ces argents-là dans un développement plus vert au Canada. Et quand je parle de développement plus vert, vous me demandiez une activité, moi je dirais la voile. Aller sur l'eau, occuper les territoires, au lieu de développer de construire des centres d'achat d'un bout à l'autre du pays, on pourrait construire des lieux où les gens peuvent tout simplement aller admirer la nature, profiter d'une eau propre et d'un air respirable. Merci. Merci. Le mois de juillet a été le mois le plus chaud de l'histoire. Donc le changement climatique, c'est là, c'est tout de suite. Puis septembre, aujourd'hui, c'était pas mal non plus. Donc on y est, on est dedans. Et s'il y a une activité que j'engagerais les gens à faire, c'est de s'impliquer dans les choix politiques au sens large de ce qu'il y a à faire pour participer aux solutions. Aujourd'hui, on est 4 représentants de partis. On est des gens comme vous qui avons décidé de nous impliquer à un moment donné de notre vie parce que soit on considérait que l'offre en politique n'était pas à la hauteur, soit en général c'est ça, et on se dit tiens pourquoi pas moi, je pourrais peut-être donner un coup de main, aider le pays ou la province dans laquelle je vis à faire avancer ces dossiers. Donc cette implication, elle passe par l'élection du 19 octobre. Effectivement, chacun de nous 4 va dire votez pour moi. Et c'est normal, mais on n'est pas des marques de lessive. Hein. On est des gens comme vous et qui avons décidé d'essayer de participer. Et donc les enjeux qui viennent nous toucher, ce sont des enjeux planétaires, ce sont des enjeux pan-canadiens, ce sont des enjeux, comment dirais-je, provinciaux québécois, et ce sont des enjeux aussi qui nous touchent à titre personnel. Dans les interventions des différentes questions, vous avez les solutions dans vos questions, en fait. On les a pas plus que vous. Tout ce qu'on peut faire, nous, c'est offrir des cadres de rassemblement, des cadres pour se compter, parce que c'est le principe de la démocratie, se proposer des choses, se mettre ensemble pour les proposer, et puis se compter lors d'une élection, et puis ensuite se retrouver le lendemain de l'élection ensemble, à essayer de travailler ensemble avec ceux qui auraient gagné le match. Pour finir, je parle de l'élan global. Je pense dans cette salle, vous êtes nombreux à avoir signé cet élan global. Pensez-y dans votre vote. J'ai pas eu la question. Je ne reposerai pas la question de savoir comment on veut faire sortir le pétrole d'Alberta. Je continuerai dans la campagne à le faire, mais quel que soit le niveau auquel vous allez voter le 19 octobre, pensez que c'est vous qui êtes co-responsable de ce qu'on pourra faire tous ensemble, que ce soit de l'aide aux pays défavorisés ou que ce soit dans notre chez nous et dans notre propre transport pour aller au travail tous les jours. Merci. Très brièvement, est-ce que les chercheurs, vous avez envie d'ajouter un grain de sel, vraiment un grain de sel?
Non? OK. Ben moi, je vais parler de manière plus générale sur le rôle très important qu'a joué le milieu de la recherche. Le milieu scientifique a été mentionné à quelques égards. Je pense que c'était un bel exercice qu'on a eu ce soir, mais il doit se poursuivre. C'est des sociétés plus éduquées, plus informées qui vont prendre des meilleures décisions si on veut la faire, cette transition vers une économie qui soit véritablement verte. Et se rappeler que oui, le 19 octobre, ça sera le temps de prendre des décisions importantes qui vont être déterminantes quant à ce qui va se passer à Paris à la fin du mois de novembre et début décembre. Mais c'est chaque jour, par chacun de nos choix politiques, par la place qu'on prend sur la place publique pour faire sortir ces enjeux-là. On ne parle pas suffisamment des changements climatiques et d'environnement. On peut jouer un rôle maintenant. Et de manière générale, ce sont dans chacun de nos choix et dans les choix qu'on ne fait pas aussi qu'on choisit ce que sera demain. Alors, merci encore à l'Institut EDEC, au Cerium, d'avoir organisé cette soirée-là. Et puis, bonne réflexion d'ici au 19. Et puis, bonne journée à ceux qui poursuivent demain lors de la journée à la Maison du développement durable. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.